Voilà, donc merci à vous d'être venus, merci à nos intervenants, Olivier Noblecourt, donc délégué ministériel à la prévention et à la lutte interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, donc, qui connaît bien Grenoble. Et puis à ma gauche, Michael, si on le prononce à l'autrichienne, mais Michael Förster, qui est donc administrateur général à l'OCDE et dont la spécialité est la pauvreté au départ et depuis quelques années les inégalités, ce qui n'est pas la même chose. Et donc les inégalités, et qui va nous parler donc de cette problématique en Europe. Je me permets de rajouter que Michael Förster est membre aussi de l'Observatoire national de la pauvreté et des exclusions sociales, donc un organisme de conseil de gouvernement où interviennent des spécialistes, comme lui, mais aussi des représentants du monde associatif et de la société civile. Et donc là aussi, il intervient comme conseiller, d'une certaine façon, comme expert dans les orientations politiques françaises. Alors, nous avons voulu, à l'Université populaire européenne de Grenoble, dit l'UPEG, donc parler un peu de ces problématiques sociales. Alors, nous savons tous que l'Union européenne n'a pas vraiment une grande compétence dans le domaine social, mais bon, elle est constituée de nations dans lesquelles il y a des sociétés qui ont un certain type d'organisation aussi sociale et économique. Donc, de manière un peu provocante, provocatrice, nous avons intitulé la soirée « L'Europe des riches, les inégalités au sein de l'Union européenne », laissant entendre que notre continent est particulièrement inégal. Nous allons voir si c'en est vraiment ainsi. Et pour organiser donc ces 2 heures qui vont venir, nous allons avoir d'abord une heure d'exposé, donc en commençant par le domaine économique pendant une demi-heure, et puis ensuite nous glisserons vers le domaine plus politique avec Olivier Noblecourt, et puis ensuite nous passerons à notre spécialité, c'est-à-dire les échanges avec le public qui permettent aussi d'aborder des aspects nouveaux. Allez, donc partons. Merci Michael, et à toi la parole. Donc, voilà. Merci François. Si vous permettez, j'aimerais bien me lever pour parler comme ça. Après, je vois mieux les slides ainsi. Donc, ce que j'aimerais faire dans les 30 minutes, c'est de lier la question des inégalités à la question de la mobilité sociale. Et le deuxième aspect, c'est que je vais faire une comparaison internationale qui va un peu au-delà de l'aspect européen, parce que l'OCDE regroupe toute l'Europe, il inclut aussi des pays non membres de l'Union européenne, plus l'Amérique du Nord, plus Japon, Corée, plus Australie, Zélande et 2 pays d'Amérique latine. Donc c'est peut-être un peu un cadre plus large, mais quand même l'important c'est de mettre la France en comparaison internationale. Il y aura aussi pas mal de chiffres, donc s'il y a quelque chose, parce que nous on travaille avec l'empirique pour arriver à des conclusions politiques. Donc s'il y a quelque chose que vous me faites signe, hein, s'il y a des indicateurs qui sont peut-être pas compréhensibles, mais je pense que non. Je vais commencer avec des conclusions. 6 conclusions de 2 travaux qu'on a fait récemment. Il y a un rapport qui s'appelle « Tous concernés, pourquoi moins d'inégalités profitent à tous ». Donc c'est l'aspect économique des inégalités. Et ensuite, l'année dernière, on a sorti un rapport sur la mobilité sociale qui s'appelle « L'ascenseur social en panne ». Avec un point d'interrogation. Ces 2, d'ailleurs, il y a quelques-uns des rapports qui restent encore pour vous ici. Pour résumer tout ça dans 6 points, le premier point, c'est les niveaux des inégalités des revenus dans les pays de l'OCDE, dans la grande partie des pays de l'OCDE, et aujourd'hui à un niveau record si on compare avec les années 70-80. Premier point. Deuxième point, c'est lié directement au marché du travail, c'est-à-dire au développement du travail non standard,
Et deuxièmement, une baisse de redistribution dans presque tous les pays de l'OCDE jusqu'à la crise. Okay. Troisièmement, et ça c'est l'aspect économique, nos résultats suggèrent que les inégalités pénalisent la croissance économique. Donc il y a une perte de croissance si les inégalités augmentent. Quatrième point, et ici c'est le lien, les inégalités de revenus et le manque de mobilité sociale se renforcent mutuellement. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire si on s'attaque aux inégalités, on s'attaque en même temps à le manque de mobilité sociale. Cinquième point, pour la mobilité sociale, juste pour donner un chiffre, il faut en moyenne de l'OCDE, il faut 5 générations, 5, pour qu'une famille issue de premier décile, donc le 10% le plus pauvre, arrive seulement à la moyenne. 5 générations. En France, c'est 6. Et dernier point, les politiques publiques ne sont pas observateurs seulement, ils peuvent jouer sur les inégalités de la mobilité sociale. Et nous, à la fin, je vais proposer quelques axes à mener aussi en France. Commençons d'abord avec le niveau des inégalités des revenus. Ici, c'est les 36 pays membres de l'OCDE, que vous voyez, et c'est un genre de tableau croissant des inégalités. Donc, ce qui est mis ici, c'est un indicateur qui s'appelle Gini. Je n'ai pas la peine de savoir comment c'est calculé. Il faut savoir que si c'est 0, tout le monde a le même revenu. Si c'est 1, une seule personne a tous les revenus. La moyenne, comme vous voyez ici, c'est 32, 0,32. Ça, c'est normalement possible. Mais on voit comment ça varie. Il y a un groupe de pays, ici, là, c'est 7 pays qui sont des pays d'Europe centrale et des pays nordiques, à l'exception de la Suède, qui ont une inégalité pas très prononcée. Ensuite, il y a toute une gamme de pays, y inclut la France et l'Allemagne, qui sont sous la moyenne internationale, sous la moyenne de l'OCDE. Ensuite, il y a un autre groupe de pays qui sont autour et au-dessus de la moyenne. Ça inclut les pays d'Europe du Sud, mais aussi une grande partie de pays anglophones. Après, on a un petit groupe qui est formé par les États-Unis, Turquie et la Lituanie, où les inégalités sont déjà très hauts, et les plus hauts on trouve dans nos pays membres de l'Amérique latine. Mais si on prend juste le contexte européen, si vous voulez, c'est jusqu'ici. Okay? Et bon, pour donner aussi un petit peu l'idée, on peut le voir comme un thermomètre. Hein? Donc un Gini de 25 qui est très bas ici, en température agréable si vous voulez. On augmente ici à 30, 40 et ça va jusqu'à 50 dans les pays trop chaud. C'est un peu trop chaud. Maintenant, comment ça s'est développé dans les derniers 30 ans en fait? Oui, d'ailleurs, un autre indicateur, je le mets là maintenant, qui est peut-être plus facile à capter, c'est vous faites un ratio entre le 10% le plus riche et le 10% le plus pauvre. Le revenu moyen, de top vers le bottom. En moyenne, l'OCDE, c'est 10 à 1. Donc le 10% le plus riche ont 10 fois plus de revenus que le 10% le plus pauvre. Ce rapport était 7 à 1 dans les années 80, 8 à 1 dans les années 90, 9 à 1 dans les années 2000. Donc ça a augmenté. Vous voyez, ça varie de 6 à 1 dans les pays nordiques. En France, c'est 8 à 1 d'ailleurs. Jusqu'à 30 à 1 dans les pays américains. Donc maintenant, si on a ça c'est un message très souvent médiatique, et voilà, ça a augmenté, et ça donne l'impression que les inégalités n'ont pas cessé de monter dans tous les pays depuis 30 ans. Et bien, ce n'est pas le cas. Parce que ce qui est important, c'est de regarder les périodes. Ce qui s'est passé vraiment, c'est plutôt qu'une hausse continue dans tous les pays, il y avait des épisodes qui sont spécifiques au pays où les inégalités se sont accrues. Ça, c'est très important à voir, parce que, bon, globalement, on peut dire que ça a commencé quelque part dans les États-Unis. Après, c'était dans les pays tels que
dans les années 70-80, ensuite dans certains pays européens, et ça a pris ensuite dans d'autres pays. Et juste pour vous montrer un peu ces épisodes, regardons d'abord les deux pays anglophones, États-Unis et Grande-Bretagne. Donc, aux États-Unis, il y avait une augmentation continue, sauf à la fin des années 90. Mais ça a augmenté de 30 à 40. Au Royaume-Uni, par contre, tout le développement de hausse des inégalités a eu lieu dans les années 80 jusqu'à fin 80. Donc, si vous voulez, sur l'ère Thatcher. Depuis, c'est resté stable. Stable, mais c'est resté sur un niveau très haut. Mais toute l'augmentation était à cette époque-là. Et c'est très différent si vous prenez deux pays qui aiment souvent se comparer, c'est le cas de la France et de l'Allemagne. En France, en fait, c'était un des rares pays où les inégalités de revenus ont baissé dans les années 80 jusqu'à mi-95. La France était au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Ensuite, c'était une légère augmentation, stabilité. Après, il y avait un bond avec la crise, dû au chômage d'ailleurs, qui est redescendu dans les années 2012-13 et depuis maintenant c'est au niveau 0,30. Comme en Allemagne, c'est aussi 0,30. Par contre, en Allemagne, il y avait tout à fait un autre développement. C'était assez bas dans les années 80. Après, il y avait une première augmentation avec la réunification. Après, c'est resté bas. Et ensuite, le grand bond vers le haut des inégalités en Allemagne, c'était au début des années 2000. À cette époque-là, l'Allemagne était le pays avec le plus fort taux de personnes, ou de familles, en âge de travailler sans travail. Suivi par l'Hongrie d'ailleurs. Bon, maintenant, il y a discussion, est-ce que c'est à cause de... Est-ce que c'est... Oui, que les filles avaient des réformes hâtes, etc. Mais en tout cas, presque toute l'augmentation a eu à cette époque. Et si on prend maintenant deux pays nordiques, ce qui est peut-être moins connu, c'est que les pays nordiques ont expérimenté de plus forte hausse des inégalités des revenus de tous les pays de l'Europe ou de l'OCDE. La Suède, par exemple. La Suède a augmenté son indicateur en dessous de 20 jusqu'à un niveau qui est très proche de la France. Et encore, il y avait deux périodes. Une période, c'est les années 90. Ça, c'était la crise de la couronne. Et il y avait fort chômage en Suède. Par contre, la deuxième période, qui dure maintenant depuis 2005, ça n'a pas fini. Bon. La deuxième période, c'est plutôt causé par des politiques. De réduire des transferts des allocations pour les personnes qui sont au travail, par exemple. Tout le point, c'est juste pour résumer, c'est oui, si on compare l'année 80 avec 2015, 16, 17, presque partout, les inégalités ont augmenté. Mais il faut faire attention, c'est dans le pays quand ça a eu lieu et pourquoi. Ok, ça je laisse. Bon, si on prend un peu maintenant plus dans le détail, et on regarde comment se sont développés les revenus réels, ici c'est les revenus réels disponibles, de 10% le plus riche, de la classe moyenne médiane, et le 10% le plus pauvre, le rouge. Donc, on voit que, oui, bien sûr, il y avait une augmentation dans le haut, mais il ne faut pas négliger qu'il y avait aussi, depuis, pas tout de suite, mais depuis 2000 ou 95 en fait, une perte relative, bien sûr, de bas. Donc, si les inégalités ont augmenté, c'était et par le haut et par le bas. Et c'est important pour des conclusions politiques. Aux États-Unis, c'est même beaucoup plus visible, hein, parce qu'on parle très souvent des top 1%, etc. dans les États-Unis. Effectivement, là, c'est le top 10% qui ont 70% plus de revenus réels que 30 ans avant. Mais il ne faut pas oublier que le 10% le plus modeste, le plus pauvre, aux États-Unis ont repris leur niveau de 85
en réel, en revenu réel, seulement en 2015. Pendant 30 ans, c'était une perte. C'est important quand même. En France, c'est très différent. Ça, c'est le bottom 10%, top 10% et la médiane. Mais attention, ça c'est une question de présentation aussi. Parce que si vous commencez ici, année 95, c'est très différent. Si vous commencez 95, effectivement, le 10% le plus riche gagne plus que les autres franges de revenus en France. Mais dû à cette réduction des inégalités en France entre 85 et 95, en total, aujourd'hui, vous voyez, c'est assez similaire en termes de revenus réels vis-à-vis des 85. Voilà. Quelles sont les raisons? Bon, là, on pourrait parler pendant une heure, mais je vais essayer de juste mettre l'accent sur deux facteurs. Et sur deux facteurs directs. Parce que, comme je l'ai dit tout au début, nous avons identifié deux effets directs très forts qui impactent sur les inégalités. Le marché de travail, dû au changement de forme de travail, conditions de travail, etc. Et une plus faible redistribution du secteur public par les taxes et les transferts. Bien sûr, derrière, il y a tous les effets indirects, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui, c'est notre question de la mondialisation, le changement des technologies, la privilégiation, la qualification élevée, etc. Seulement, ce que je voudrais même faire deux points. Très souvent, c'est mis en avant que le changement des structures familiales aurait joué un rôle important dans la hausse des revenus, la hausse des inégalités. Ce n'est pas le cas. On a étudié cette question vraiment 3-4 fois parce que ça revient toujours. Et voilà, il y a plus de divorces, il y a plus de gens seuls, il y a une perte d'économie d'échelle. Oui, ça a joué un rôle, mais ce rôle est minime vis-à-vis du rôle du marché de travail, le rôle de la redistribution. C'est très important. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des facteurs compensatoires à l'augmentation de l'éducation notamment, et surtout la participation des femmes à l'emploi. Si aujourd'hui on avait le même taux de participation des femmes au marché du travail, ce Gini coefficient que j'ai montré tout à l'heure aurait été 2,5 points plus haut, ce qui est 10% plus haut, si vous voulez. Donc, c'est aussi important de voir les facteurs qui compensent cette hausse. Ok, deux ou trois diapos pour ces deux questions, marché de travail d'une part, redistribution d'autre. Quel est le problème avec l'emploi atypique? Atypique, on a eu une définition très large. On prend tout ce qui n'est pas standard, c'est-à-dire tous les emplois temporaires, tous les emplois, tous les travaux indépendants qui ont beaucoup augmenté, et tous les partiels, temps partiel. Le problème est ça, la polarisation. C'est-à-dire, si vous séparez les tâches de l'emploi en manuel, non routine, routine et abstrait. Donc ça, c'est, si vous voulez, en bas de l'échelle et en haut de l'échelle et au milieu. Et bien, au milieu, il y avait une perte dans tous les pays. Ici, c'est l'OCDE, la France et l'Allemagne. En Allemagne, même plus qu'en France. Tandis qu'il y avait une augmentation des non qualifiés et de très qualifiés. Maintenant, si vous faites la séparation entre emploi typique, standard et atypique, et bien toute la perte concerne les emplois standards, ou typiques si vous voulez, plein temps, permanent, etc. Donc c'est ça le problème qui a causé les inégalités des revenus, en fait, ensuite. Mais il y a aussi d'autres raisons. Voilà, il y a aussi d'autres raisons. Deuxièmement, il y a évidemment, en termes horaires, pas année ou mensuel, mais en termes de salaire d'horaire, on a pu démontrer dans cet autre rapport que, par exemple,
travailleurs temporaires, si on prend compte de toutes les différences des caractéristiques, hein, parce qu'évidemment, on peut dire que les plus jeunes sont moins éduqués, blablabla. Si on prend compte de ça, il y a quand même moins 12%. Donc c'est moins qu'un dixième de salaire horaire. Deuxièmement, il y a moins de possibilités de formation. Troisièmement, il y a des enquêtes d'un groupe irlandais qui travaille là-dessus, qui prouvent qu'il y a plus de stress dans les travaux atypiques. Et finalement, très important, il y a beaucoup moins de protection sociale, surtout pour les indépendants. Plus que la moitié des indépendants dans l'Union européenne n'ont pas accès à aucune couverture au chômage. 38% ne sont pas couverts par les prestations maladie, ce qui est quand même quelque chose de très important, et 46% ne sont pas couverts par le congé maternité. Donc là, il y a aussi un challenge. Donc, voilà. Ça, c'est très vite vu sur le problème qui cause le marché du travail pour les inégalités de revenus. Deuxième point, c'est la redistribution. Et là, il faut quand même d'abord faire le point que ce n'est pas la France qui est au pire piloton, au contraire. Et je vais le démontrer ici. Donc ça, c'est pour le 2017, je crois. Si vous regardez ce qu'on a vu tout à l'heure, le niveau d'inégalité, après avoir pris en compte les impôts et les prestations sociales. Donc il y a une grande différence entre les US, près de 40, Grande-Bretagne, 35, et France, 29, 28. OCDE, c'est 38. Mais si on dit, s'il n'existait pas les taxes, faisons ce jeu, eh bien c'est plus ou moins pareil. C'est même aux États-Unis, les impôts ont un effet un peu plus fort qu'ailleurs, mais c'est environ 2 à 3 points de Gini. Mais maintenant, regardons les prestations sociales. Donc, les prestations sociales, d'abord, ils ont plus d'effet pour réduire les inégalités que les impôts. C'est important parce qu'on parle toujours des impôts, mais c'est important. Et deuxièmement, en France, c'est un des pays où ils ont le plus d'effet au sein de l'Europe. Donc, si on prend ensemble impôts et prestations, la réduction d'inégalité est d'un quart à l'OCDE en général. C'est un peu moins, beaucoup moins aux États-Unis, c'est 18%. C'est environ la moitié, 23% pour un Grande-Bretagne, et c'est 34% en France. Il y a des pays qui redistribuent plus. La Belgique, l'Autriche, 4 ou 5 pays. Mais c'est le petit pays où, dans le grand pays, c'est la France qui est la première. Par contre, si on regarde la plupart des pays, cette réduction de l'inégalité par les impôts et par les prestations a baissé, surtout à partir des années 90, mi-90. Donc ça a été environ un tiers et c'est baissé aujourd'hui à un quart. Évidemment, avec la crise, il y avait un petit hausse parce qu'il y avait des stabilisateurs automatiques, etc. Mais depuis, c'est à peu près stable à 25-26%. Ça, c'est le cas de la France. Donc ça a baissé un peu. Et en fait, depuis 2012, ça a augmenté cet effet. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a sorti un INSEE première qui était consacré entre autres à ces questions de redistribution qui confirme cette donnée. L'Allemagne, c'est différent. L'Allemagne a donné un poids de redistribution en 2000 et ça a baissé. La Suède, ça explique un peu le développement des inégalités à la hausse en Suède. La Suède était le champion de redistribution dans les années 90, avec 40%, presque 40% d'inégalités étaient réduites par les taxes et transferts. Aujourd'hui, c'est moins que la France, moins que l'Allemagne, et c'est exactement moyenne de l'OCDE, et la moyenne de l'OCDE prend en compte le Japon, le Mexique, le Chili, etc. Donc c'est en moyenne européenne, ce sera en dessous. Voilà. Bon. Je suis encore dans le temps? Bon, oui, Je ne sais pas. 25 minutes. Ça, c'est Portugal. Parce que Portugal, c'est assez. Bon, quelles conséquences sociétales, bien sûr, et politiques. Et je voudrais juste parler 5 minutes
sur les conséquences économiques de l'augmentation des inégalités, notamment les liens avec la croissance. En fait, peut-être c'est le diapo le plus important de ma présentation. Le lien entre inégalité, croissance économique et mobilité sociale. Alors, on a fait 2 ans, en fait, d'études économétriques sur cette question, sur bien sûr le champ du pays de l'OCDE. Et à la fin, la conclusion, c'est la tendance à long cours, c'est-à-dire entre les années 80 jusqu'à 2010-15, à l'accroissement des inégalités pèse sensiblement sur la croissance économique. C'est ceux qui veulent un chiffre. D'abord, c'est significatif, c'est ce lien. Et si vous voulez, une augmentation de 1 point de Gini est associée avec une perte de 0,12 points de croissance économique par an. Donc en fait, si vous regardez la moyenne de l'OCDE, on peut dire qu'il y a une perte sur 30 ans de 5 à 6% de croissance économique, due à l'augmentation des inégalités. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le mouvement en bas de distribution. Ce n'est pas le top qui s'évapore, si vous voulez, ce qui est le cas, c'est vrai, mais ça ne pèse pas sur la croissance économique. Ce qui creuse, c'est la distance de plus en plus forte entre, pas seulement le 10% le plus pauvre et la moitié, aussi le 20, 30, 40%, c'est-à-dire aussi les classes moyennes inférieures. Et quel est le mécanisme? Le mécanisme est à travers le capital humain. C'est-à-dire un plus fort niveau des inégalités compromettent les opportunités d'éducation, aussi l'investissement dans l'éducation de beaucoup de familles qui peuvent se le permettre. Et ceci impacte bien sûr pour la machine économique, et ceci limite la mobilité sociale et par la suite la croissance économique. Ça, c'est un peu le mécanisme qui est derrière. Mais on peut aussi le montrer un peu par des images. Voilà. J'aime bien parce qu'il n'y a que 3 lignes, mais elles sont assez chargées, je trouve. Si vous séparez les personnes selon le niveau d'éducation de leurs parents, ça PIV, c'est pas le produit intérieur brut, c'est le je sais pas, en tout cas, c'est le niveau d'instruction des parents. J'ai oublié quel sigle c'est. Donc, le niveau d'éducation des parents élevé, intermédiaire ou faible. Bon, on savait déjà par d'autres études, PISA, etc., que bien sûr, malheureusement, il y a une différence entre la ligne verte, bleue et rouge. Mais c'est qu'on ne savait pas que c'est aussi une fonction des inégalités dans le pays. Et ça ne joue pas seulement en bas, c'est-à-dire en bas pour les personnes qui sont issues de familles où le niveau d'éducation est basse, et favorisé si vous voulez. C'est-à-dire, ici, on regarde l'effet sur la durée moyenne de scolarité, donc combien d'années quelqu'un reste dans l'enseignement. C'est plus haut pour les familles favorisées, c'est plus bas pour l'intermédiaire, c'est encore plus bas pour le pays faible. Par contre, au long de l'échelle, ça ne fait pas beaucoup de différence si on vit en Finlande ou aux États-Unis. Ça reste très élevé. Même pour intermédiaire, il n'y a pas un grand rapport. Par contre, pour les personnes issues de milieux défavorisés, ça joue un énorme rôle si vous êtes à Danemark ou au Mexique. En fait, si on regarde cette pente, on peut dire une différence de Gini de 6 points. C'est environ entre le Royaume-Uni et la France. Entraîne une perte de 7 mois de scolarité. C'est un peu... Je le mets un peu... Et associé, si vous voulez, avec une perte Et ça, c'est un indicateur de quantité, durée de scolarité. Mais aussi, c'est vrai pour la qualité.
c'est-à-dire le score moyen numéracé, pareil, très haut et stable à travers le pays, peu importe grande ou petite inégalité. Par contre, ici, ça descend. Et on l'a fait avec d'autres indicateurs et c'est toujours la même image. Et c'est là comment se traduit, comment dirais-je, les inégalités en perte de mobilité sociale qui entraîne une perte de croissance économique. Ça, c'est le lien. Maintenant, on parle de mobilité sociale, puisqu'on est là. Ça a été repris 3 minutes. D'accord, ok. Non, c'est juste pour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il faut en moyenne 4 à 5 générations dans un pays de l'OCDE moyenne d'arrivée pour un enfant. 10% le plus pauvre, juste à la moyenne, et en France c'est 6. Dans les pays nordiques, c'est... Okay. Voilà. Juste pour donner un exemple de ce que nous on appelle sticky floors et sticky bottoms, sticky ceilings, c'est des planchers et des plafonds collants. Okay. Parce que ouais, je peux faire le résumé tout de suite. En fait, quand on a fait cette étude sur la mobilité sociale, la première chose qui m'a frappé dans le résultat, c'est cette manque de mobilité sociale. Oui, c'est aussi en bas, mais c'est surtout en haut. Il y a un plancher collant énorme. Et, par exemple, l'éducation. On parle ici des chiffres d'aujourd'hui, ce n'est pas du 19e siècle. Si vous êtes aussi dans une famille dont au moins un parent a atteint le niveau tertiaire, alors vous avez 63% de chances d'être tertiaire aussi. En France, même 68%. Et dans les 63%, d'ailleurs, un tiers, donc 22% en total, arrive au doctorat. Si vous êtes issu de... aucun des parents n'a atteint le 2e cycle, c'est 13%. C'est plus en France, mais c'est 13%. Et la dissertation, c'est 1% ici, 1%. Et on parle d'aujourd'hui, et pas il y a 30 ans ou plus. Et l'inverse est vrai pour les bas. Donc, il y a cette plancher en haut en bas. Ça, c'est peut-être un peu trop de chiffres. Et je vais venir tout de suite aux politiques, n'est-ce pas? Oui, aux politiques. Oui, ok. Ouais, une minute. Parce que, là, il y a juste 2 diapos. Parce que pour s'attaquer en même temps aux inégalités et à la mobilité sociale, il faut 2 sortes de types de politiques. Un, je commence par la droite, qui atténue les conséquences personnelles des chocs défavorables, parce qu'on a regardé aussi, pas seulement la mobilité à travers les générations, on a regardé aussi la mobilité au sein d'une vie, d'une carrière, quelque part. Et là, il est hyper important, parce que c'est pénalisant. On sait par exemple que pour les femmes, mais pas pour les hommes, le divorce, c'est une grande pénalité de revenus. Et ça continue tout au long de la vie. Bon, là, il y a un type de politique, et l'autre, c'est pour augmenter les égalités de chances. Il faut bien sûr commencer par la politique visée aux plus jeunes. Hein. Mais c'est pas la grande conclusion, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur les inégalités ou la mobilité, mais les deux sont intrinsèquement liés, donc il faut des axes d'intervention qui attaquent les deux. Bon, ça c'est très général, je vais être plus spécifique pour la France, parce que, évidemment, là ça c'était très général, ça c'est vrai pour tout le pays. Mais par contre, si vous regardez la réalité de pays de développement, bon, on a essayé de focaliser ou de choisir les 3 terrains qui sont les plus importants. Pour la France, on a identifié d'abord des mesures pour réduire les écarts scolaires entre les enfants issus de milieux socio-économiques différents. Parce que, issus d'autres analyses, on a constaté que plus qu'ailleurs, tous les résultats PISA, etc., en France sont très disparates. C'est-à-dire, le succès PISA en France, c'est environ comme en Norvège. Mais moyen. Si vous faites une moyenne surtout. Mais après, vous regardez le
les milieux socio-économiques élevés et défavorisés, ah ben c'est comme ça, la Norvège c'est comme ça. Donc, il y a quelque chose à faire là. Deuxièmement, il y a un problème avec les marchés de travail en France, bien sûr, donc il faut réduire le chômage de longue durée. Et troisièmement, plus qu'ailleurs, en Europe surtout, il faut s'attaquer aux inégalités territoriales. Il y a même, c'est un peu plus détaillé ici, mais peut-être je laisse ça pour la discussion. Donc ça, c'est nos propositions. Et je finis ici. Donc, vous pouvez me contacter, il y a plein de publicité là. Ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez voir, c'est un appli interactif où on peut voir où on est dans la distribution de revenus en France ou en Grèce ou au Mexique. Et aussi, c'est que vous croyez comment la distribution s'est faite. Et en fait, après, il y a avec l'autre comment ça fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Donc, des chiffres, mais aussi des analyses très très percutantes. Et puis nous passons tout de suite à M. Lecaux, donc pour l'aspect peut-être un peu plus politique. Merci beaucoup. Je vais être peut-être un tout petit peu plus court puisque il est 7h moins 10. D'abord, le premier élément, c'est que l'exposé très brillant qui vient d'être fait insiste sur la question des inégalités d'abord. Ce qui est normal, c'était l'intitulé. Une des singularités de la situation et de l'Europe et de la France, c'est que globalement, alors que certes la corrélation persiste, mais pendant longtemps on pensait qu'en réduisant les inégalités, on réduirait la pauvreté, qu'en réduisant la pauvreté, on réduirait les inégalités, il y a un découplage de l'enjeu inégalité et lutte contre la pauvreté. On a aujourd'hui des inégalités qui progressent et une pauvreté qui stagne ou qui diminue lentement. En tout cas sous sa forme monétaire. Et donc, c'est tout le sujet, y compris du débat public qu'on a actuellement en France sur les 5% les plus riches, les 5% les plus pauvres. On voit bien qu'il y a une polarisation sociale de la société qui pose des questions beaucoup plus lourdes que la question de la lutte contre la pauvreté qui concerne les personnes les plus vulnérables. Et moi, la responsabilité politique qui est la mienne, c'est de conduire la politique de lutte contre la pauvreté. J'aimerais aussi beaucoup m'occuper davantage des inégalités, mais en l'occurrence, mon boulot, c'est les plus pauvres. C'est important parce que ça signifie que les outils de politique publique ne sont pas les mêmes. Pour réduire les inégalités, l'outil par excellence, et qu'on adore en plus en France, c'est en effet l'outil fiscal. C'est l'outil de la redistribution par la fiscalité. Je prends aux riches, je donne aux pauvres, je réduis les inégalités. Pour lutter contre la pauvreté, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on constate, d'une part, que la redistribution atteint des limites, et d'autre part, que les formes de pauvreté nécessitent des réponses qui ne se limitent pas à la redistribution monétaire. Le tout dans un contexte où, en réalité, je vais dire les choses d'une manière un peu caricaturale pour faciliter le débat ensuite, mais nous sommes globalement en échec sur les politiques publiques de lutte contre la pauvreté depuis une trentaine d'années. On est en échec. Les politiques de redistribution monétaire, il faut le dire franchement, elles ont reculé. Elles ont reculé à l'échelle européenne d'une manière très inquiétante. Vous avez démontré qu'elles avaient reculé entre un quart et un tiers selon les pays dans l'impact de la redistribution monétaire. En France, ça a reculé quasiment pas, hein, c'est quasiment stable. Donc on a un système aujourd'hui, et c'est notre honneur, qui reste très redistributif. On vous a dit qu'il baissait d'un tiers, voilà, il fait baisser de 8 points le taux de pauvreté. Mais que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, vous savez, pour ce qui concerne l'Union européenne, on a 17% de la population de l'Union qui aujourd'hui vit sous le seuil de pauvreté. Si on considère que le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian, vous savez qu'il y a un débat hein, en France. Est-ce qu'on est pauvre à 60% du revenu médian, à 50, à 40 ? Vous avez des associations comme l'Observatoire des inégalités qui disent que c'est plutôt 50 ou 40. Mais la convention scientifique, c'est 60% du revenu médian, un peu plus de 1 000 € en France pour une personne seule, pour une unité de consommation. 17% dans l'Union européenne, 14% en France. Et en France, c'est stable. Ça a très légèrement reculé. Pour l'Union européenne, ça diminue. Mais l'ambition que s'était fixée l'Union européenne lors de l'objectif 2020, c'était de faire baisser de 20 millions le nombre de citoyens de l'Union européenne en situation de pauvreté, et il n'a baissé que de 5 millions. Et dans ce temps, les inégalités, elles, se sont accrues. Donc,
je le dis d'une manière un peu lapidaire et très injuste pour tous ceux qui ont fait ces politiques, parce que ce ne sont évidemment pas les personnes ou les intentions qui sont en cause, mais la réalité des politiques publiques aujourd'hui, c'est que nous ne parvenons plus à faire reculer la pauvreté, du point de vue de la pauvreté monétaire, et que nous avons fragilisé globalement à l'Union au niveau européen l'outil de redistribution monétaire qui était l'outil principal pour combattre la pauvreté et les inégalités dans le même temps à l'époque. L'élément qui doit nous interroger en outre, j'y faisais une allusion il y a un instant, c'est que les formes de pauvreté ont changé et que donc, si on veut affronter cet échec de politique publique, il faut à la fois réinterroger les outils d'analyse de la pauvreté et de mesure de la pauvreté, et puis réinterroger les outils de politique publique. Et donc, là, on a eu un exposé très centré sur la pauvreté monétaire et sur l'enjeu inégalité et redistribution. Vous savez que l'Union européenne s'est dotée, et en France on l'a fait aussi, d'autres outils de mesure de la pauvreté. Il y a la pauvreté monétaire, je vous ai donné les chiffres. Il y a ensuite ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie, c'est-à-dire que vous considérez le nombre, par exemple, de taux de privation matérielle, et sur, alors il y a un indicateur européen et un indicateur français, donc c'est un peu complexe, mais si vous avez 5 taux de privation matérielle, enfin 5 privations matérielles sur 8 par exemple, eh bien vous êtes considéré comme étant en situation de pauvreté en taux de privation. Vous avez aussi la pauvreté dite en conditions de vie elle-même, qui elle part sur 23 agrégats qui sont la qualité du logement, le niveau de l'éducation, etc., et qui mesure là aussi ce qu'on appelle la pauvreté en conditions de vie. Et alors, de ce point de vue, il faut dire quand même quelque chose de très important, c'est que la situation s'aggrave, et en Europe et en France. C'est-à-dire que les taux de privation matérielle connaissent des résurgences effrayantes, notamment sur la pauvreté des enfants. Et l'ONPES a commis un rapport à l'automne 2017 qui sortait justement, qui utilisait les données de la première enquête européenne qui mesurait les taux de privation matérielle dans l'Union européenne. Et la France est en seconde division. C'est l'utilisation qui est souvent utilisée par l'ONPES, donc je la reprends à mon compte. Mais les taux de privation matérielle en France sont plus élevés que dans la moyenne de l'Union européenne, et particulièrement pour les enfants et les jeunes. Donc si on s'attache aux privations les plus graves, nombre d'enfants qui grandissent dans un habitat digne et non surpeuplé, accès à l'alimentation, donc le nombre d'enfants qui ont des privations alimentaires plusieurs fois par semaine, accès à la santé, accès à l'éducation. La France a aujourd'hui des situations dramatiques. Et quand elle se compare, parce qu'on aime bien se comparer en croyant qu'on est les meilleurs, eh bien nous sommes malheureusement dans une situation qui est souvent négative, notamment sur les privations alimentaires et sur le logement. Donc tout ça, ça nécessite de repenser les outils de politique publique, évidemment à l'échelle nationale, mais aussi, tant qu'à faire, à l'échelle communautaire. Et donc, moi, c'est peut-être là-dessus que je vais centrer mon propos, c'est que ce que la France essaie de faire, et d'ailleurs, en bonne intelligence avec l'OCDE, on a beaucoup d'échanges avec l'OCDE, ce qu'on porte aussi aujourd'hui dans l'Union européenne, puisque je travaille en lien étroit avec la secrétaire d'État Amélie de Montchalin, qui travaille sur ces sujets aujourd'hui pour repenser ce que va être le projet de la nouvelle commission sur ces sujets, et c'est de diversifier les approches. Alors, en gros, il y a 3 grandes approches sur lesquelles on souhaite avancer, et je vais vous en dire un mot sur la façon dont on renouvelle l'approche au niveau national, parce que c'est ma responsabilité et c'est ce que je connais le moins mal. Puis je vous en dirai un petit mot sur la dimension européenne que je maîtrise beaucoup moins bien, donc avec beaucoup d'humilité. La première approche, c'est la question de l'effectivité des droits sociaux et de l'effectivité des transferts sociaux. Parce que c'est un outil qui, même s'il a perdu une partie et de sa puissance, puisqu'il a été atrophié par certains États, et même s'il n'épuise pas la question de la pauvreté, ce que je vous disais sur la réalité de la pauvreté monétaire et les autres formes de pauvreté, c'est un outil qui reste évidemment essentiel. De ce point de vue, au niveau français, on a une complexité de notre système de prestations sociales, notre système d'aide sociale, qui a 2 conséquences. La première, c'est ce qu'on appelle le non-recours aux droits et aux services. À Grenoble, on le connaît très bien parce que le laboratoire universitaire spécialisé dans l'observation du non-recours, qui s'appelle l'ODENOR, est un laboratoire de l'université de Grenoble. Donc on a toute la matière ici, mais imaginez, c'était il y a bientôt 10 ans, mais qu'il y a 10 ans, c'est les dernières données disponibles, il y avait près d'un allocataire sur 3 qui avait droit au RSA qui ne le demandait pas. Que sur un dispositif aussi fondamental que l'aide à la complémentaire santé, qui concerne aujourd'hui 1,5 million de personnes sur l'accès à une complémentaire, donc à des soins de qualité normale,
notamment spécialisés, on a un taux de non-recours de plus de 60% aujourd'hui. Donc, il y a en ce moment des transformations de politiques publiques en France pour automatiser l'accès aux droits sociaux et changer la construction d'un certain nombre de ces droits. Par exemple, depuis le mois d'avril de cette année, le renouvellement de la CMU complémentaire est automatique pour les allocataires du RSA et l'aide à la complémentaire santé que j'évoquais il y a un instant, comme ne fonctionnant pas, va disparaître et va être fondue dans la CMU complémentaire, ce qu'on appelle une CMU complémentaire contributive. Ça va être annoncé la semaine prochaine à partir du 1er novembre. Donc ça représente un demi-milliard par an de charges supplémentaires pour l'assurance maladie, mais c'est de nouveaux droits dans l'accès, de nouveaux droits sociaux dans l'accès à la santé pour les plus fragiles. La réforme fondamentale qu'on porte à côté, c'est la réforme de la création d'un revenu universel d'activité qui va fusionner l'ensemble des minima sociaux, des prestations, notamment des aides au logement, de manière à endiguer, de manière, on espère, massive, sinon définitive, ce phénomène du non-recours, puisque, à minima, vous aurez le revenu de solidarité active, la prime d'activité et les aides au logement qui vont fusionner, et assez probablement, mais la concertation est en cours, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, l'ASS, et une ouverture aux jeunes qui inclura les bourses. Tout ça, ça veut dire qu'on pourrait avoir une prestation sociale unique qui concernerait un quart de la population française, près de 50 milliards de prestations, et donc un nouvel outil redistributif beaucoup plus puissant qui non seulement sera automatisé. Alors, il y a des grands débats sur l'automatisation, si on fait de l'opt-out ou de l'opt-in, mais je ne vais pas détailler techniquement, mais en gros, c'est la collectivité qui va avoir la charge de l'accès aux droits pour les personnes et puis la personne qui va devoir faire la course d'obstacles pour accéder à ces droits. Donc ça va avoir une vertu de simplification et on l'espère de régler, ça ne réglera pas tout, mais largement la question du non-recours. Puis ça va avoir une réponse, ça va être une réponse au deuxième mot que j'évoquais quand on disait qu'il y avait deux grands travers. Le premier c'est le non-recours, le deuxième c'est la défiance sur le modèle social. C'est qu'aujourd'hui, derrière la complexité, derrière le maquis des aides sociales, en fait, c'est développer le sentiment que la complexité est le masque de grandes inégalités et que ça profite toujours aux autres. Et on l'entend tout le temps, hein. Moi j'ai droit à rien, c'est les autres qui ont droit à tout, avec souvent un petit regard bien précis sur certaines parties de la population, et donc un regard très jugeant, très stigmatisant, parfaitement faux, hein, du point de vue d'objectivité des faits, mais ça nourrit une matrice qui est attentatoire à la confiance dans le modèle social et même derrière au consentement à l'impôt. Donc il y a un sujet majeur aujourd'hui au niveau de l'Union européenne sur l'harmonisation des droits sociaux. Il faut le dire, c'est un sujet, il y a la question, je vais y venir sur le marché du travail inclusif et sur les protections sociales qu'on donne aux personnes, mais il y a la question aussi des garanties en termes d'effectivité des droits sociaux, de quérabilité d'automatisation et de qu'est-ce qu'on met dans un périmètre de droit, de filet de sécurité qu'on doit pour garantir la dignité, l'égale dignité de tous les citoyens dans l'Union européenne. Il y a des chartes des droits sociaux, il y a des éléments qui ont déjà été construits, on ne part pas de rien, mais là il y a un très beau chantier qui pourrait être largement amplifié. Le deuxième axe, il a commencé à être évoqué dans la conclusion de la présentation qui vient d'intervenir, c'est de faire droit à ce qu'on appelle l'investissement social dans les politiques sociales. Alors l'investissement social, c'est évidemment, ça semble être une grande banalité de le dire, c'est de considérer la dépense sociale comme un investissement, notamment parce que on va attendre de l'investissement un retour sur investissement, c'est le principe même d'un investissement, pour la société et pour l'individu. Et donc l'investissement social, c'est la capacité qu'a la société d'investir sur la résilience de l'individu, la résilience future de l'individu, donc sur le capital éducatif, culturel, social des individus et pas seulement sur le capital monétaire. Et donc, les grandes théories de l'investissement social, c'est notamment le prix Nobel d'économie James Heckman qui a développé tout ça, il a développé ce qu'on appelle la courbe de Heckman, vous pouvez voir ça en tapant Heckman sur Internet. La courbe de Heckman, elle montre que l'investissement social, il est d'autant plus rentable pour la société qu'il est précoce et qu'il est massif. En gros, chaque dollar investi avant 3 ans rapporte plus et à l'individu et à la société que tout dollar entre 3 et 10 ans, etc. C'est du bon sens d'une certaine manière, ça paraît évident, sauf que la réalité de nos politiques publiques, c'est exactement l'inverse. La réalité de nos politiques publiques, c'est que la société investit aujourd'hui ou dépense beaucoup plus d'argent sur le curatif et sur l'accompagnement, quand elle accompagne encore des personnes lorsqu'elles sont dans la grande fragilité sociale, une place de prison, un accompagnement social ou médico-social lourd, que ce qu'elle donne aux enfants les plus pauvres aujourd'hui. Et donc, en France, on a cette particularité, par exemple,
d'avoir une politique familiale, qui est une politique familiale dont on est fier collectivement, on a raison, un grand modèle français, nataliste, pour favoriser ce qu'on appelle la conciliation vie professionnelle, vie familiale, l'accompagnement du travail féminin. Donc tout ça, c'est toute la reconstruction du modèle social français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce problème, c'est que cette politique familiale, elle profite, elle a 3 volets, grosso modo. Elle a un volet fiscal, elle a un volet prestation et elle a un volet service. Le volet prestation, il bénéficie aux plus fragiles, évidemment, vous le savez. Le volet fiscal, il bénéficie, comme son nom l'indique, à ceux qui payent des impôts, donc aux plus favorisés, ce qu'on appelle le quotient familial, le quotient conjugal, c'est très connu des économistes, la courbe en U qui a été un peu aplatie, mais aujourd'hui, l'État met 11 milliards par an de quotient familial, donc il compense la dépense d'éducation des enfants pour les ménages qui paient l'impôt sur le revenu à hauteur de 11 milliards par an, et il ne donne 0 dans le même temps aux ménages pauvres sur cet outil. Et donc, vous avez un outil puissamment anti-redistributif sur la partie fiscale. Alors évidemment, ça finance une partie des prestations qui, elles, sont redistributives. Et puis, vous avez le dernier élément dont on ne parle jamais, ce sont les services. Et le problème des services, c'est que les services, donc c'est la garde d'enfants pour l'essentiel, et la garde d'enfants, elle bénéficie quasi exclusivement dans notre pays aux enfants dont les 2 parents travaillent, ou aux parents dont le parent travaille. Et l'accueil individuel du jeune enfant dans notre pays, il est réservé de manière exclusive à des familles favorisées ou de la classe moyenne plus. Tout simplement parce que pour embaucher une assistante maternelle, il faut avoir les moyens de le faire, il y a un capital culturel pour le faire aussi. Donc le taux d'enfants pauvres qui accèdent aujourd'hui à une assistante maternelle, c'est 0. C'est moins de 1%. Alors il y a les crèches collectives. Les crèches collectives aujourd'hui en France, le taux d'accès des enfants pauvres aux crèches collectives, c'est 5% pour les enfants pauvres. Pour les enfants favorisés, c'est 22%. Et quand vous regardez les modes de garde des enfants, les courbes sont incroyables parce qu'elles sont totalement croisées. Les enfants des milieux favorisés, donc les enfants qui appartiennent au 20e le plus favorisé, au quintile le plus favorisé de revenus, sont gardés à 90% par des tiers, essentiellement par des structures de garde, de l'accueil collectif ou individuel. Les enfants des milieux les plus défavorisés sont gardés à 90% par leurs parents. Et évidemment, ce n'est pas la même socialisation. Et évidemment, et j'insiste, je suis un petit peu long là-dessus parce que ça c'est un point absolument central, évidemment les conséquences sur le développement des enfants sont très importantes. Alors jusqu'à présent, on n'avait que des études internationales qui montraient que les écarts cognitifs et les écarts langagiers dans la petite enfance étaient très importants en fonction de l'origine sociale. Et vous avez peut-être entendu parler de programmes nord-américains très connus, les ABCD Ariane, les Perry Preschool Project, qui sont des programmes qui font autorité dans le champ scientifique, même s'ils ont été contestés, sur la capacité à corriger, à redresser les destins sociaux des individus en intervenant de manière très précoce. En France, on a une cohorte qui s'appelle ELF, qui suit 16 000 enfants, et qui a permis de démontrer, c'est une étude qui a été publiée il y a 6 mois, que les écarts langagiers à 2 ans, sur donc des petits grandissants en France, étaient considérables, plus d'un tiers, plus de 30% de delta, en fonction de l'origine sociale, compétences langagières à 2 ans. Et à Grenoble, vous savez qu'on avait un grand professeur de santé publique, le professeur Michel Zorman, qui a travaillé et qui a créé un programme avec votre serviteur et beaucoup d'autres qui s'appelait Parler Mandin sur la remédiation de ces écarts langagiers. Et donc aujourd'hui, un des enjeux majeurs, et en France, et au niveau de l'Union européenne, et même au niveau de l'OCDE, moi j'ai fait des rencontres internationales au Canada de l'OCDE sur ces sujets, c'est de réinventer la politique éducative à partir de l'intérêt du jeune enfant, donc avant même 3 ans. En considérant que finalement, si on veut donner toutes les chances aux enfants les plus vulnérables, il faut déjà qu'on les socialise avant 3 ans, parce que quelque part à 3 ans, les écarts sont déjà énormes, à l'entrée en maternelle. Et à l'entrée en CP, vous connaissez peut-être déjà ce chiffre, mais à l'entrée en CP, le minimum d'écart, et ça a été, il y a plein de mesures différentes, mais l'écart le plus bas qu'on a constaté, c'est 1000 mots. 1000 mots d'écart maîtrisé à l'entrée en CP. Donc là, on a des politiques publiques majeures, et ça suppose de transformer totalement la politique d'accueil du jeune enfant, parce qu'aujourd'hui, les attributions de places de crèche se font sur des critères d'activité des parents, etc. Les professionnels ne sont pas formés à la mixité sociale et culturelle, donc il y a une grande politique publique à avoir là-dessus. C'est ce qui explique aussi qu'en France, on ait décidé d'avancer à 3 ans l'âge de la scolarité obligatoire. Voilà, qui est un grand progrès pour les enfants les plus vulnérables. Et à l'autre bout du spectre de la jeunesse, un des grands enjeux actuels, c'est le maintien dans l'appareil de formation le plus longtemps possible des jeunes. Et on sait, et vous l'avez démontré tout à l'heure sur la durée dans l'enseignement général, on sait qu'il y a une corrélation très directe entre le destin social des individus et le temps qu'ils passent dans l'enseignement général. Il y a notamment un programme qui avait fait l'objet d'évaluations scientifiques très poussées aux États-Unis à l'époque de Tony Blair, c'est Tony Blair qui avait lancé ça,
qui était un programme qui allouait des bourses spécifiques aux familles du nord de l'Angleterre lorsque les enfants restaient dans le système d'enseignement général. Et ça a été évalué, et ça a permis, ça a été évalué de manière longitudinale au très long cours, ça a permis, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, le taux d'emprisonnement, la consommation de soins, le taux de maladies graves, enfin, les destins sociaux étaient bouleversés, non pas forcément à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. En France, nous venons d'adopter, le Parlement vient de voter une loi, la même d'ailleurs, celle qui a fait l'instruction obligatoire à 3 ans, qui porte à 18 ans l'obligation de formation pour tous les jeunes dans notre pays. Et donc, à partir du 1er septembre 2020, la collectivité va se donner l'obligation d'accompagner tout jeune en formation jusqu'à 18 ans. Et ça, c'est absolument majeur parce que, évidemment, les jeunes qui ne sont pas en formation jusqu'à 18 ans, ceux qu'on appelle les NEET mineurs, il y en a 60 000 aujourd'hui en France, c'est évidemment les jeunes qui vont avoir les destins sociaux les plus difficiles. Et si on est cynique, parce qu'aucun d'entre nous n'est dans la salle, mais on a chiffré le coût pour la collectivité d'un jeune décrocheur NEET, c'est 230 000 euros. Un NEET en moyenne coûte 230 000 euros à la collectivité. Donc on sait que si on investit, et ça coûte moins cher que 230 000 euros, un peu d'accompagnement pour chacun de ces jeunes, et qu'on leur permet de ne pas être NEET avant 18 ans, eh bien on économise de l'argent public, et surtout on soulage beaucoup de souffrance humaine. Donc ça, c'est des politiques d'investissement social. Et donc, un des enjeux majeurs, c'est d'entendre que dans la lutte contre la pauvreté, comme dans la lutte contre les inégalités, il faut penser la redistribution autrement qu'en seule redistribution monétaire. Il faut la penser en redistribution de capital éducatif, de capital culturel, de capital social. Et donc, c'est, très modestement, je ne vais pas tout vous développer, mais ce que dans la stratégie française de lutte contre la pauvreté que je pilote, on essaie de faire d'abord. L'axe numéro 1, c'est celui-là, c'est d'investir très massivement sur cet investissement social et d'investir aussi sur les taux de privation matérielle des enfants. Mettre un terme à ces situations. Donc c'est pour ça que vous avez entendu parler de petits déjeuners dans des écoles, de financement de tarification sociale de la cantine. Le défenseur des droits vient de faire un rapport qui explicite très bien l'impact sur les apprentissages de la privation d'accès à la cantine pour les enfants pauvres, pour des raisons financières. Évidemment que ça a des conséquences sur les apprentissages, sur leur performance scolaire. Évidemment que si PISA mesure, donc PISA qui est l'enquête de l'OCDE qui fait autorité dans le champ éducatif, je connais bien, j'ai été directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, l'impact de PISA sur les politiques éducatives. PISA démontre que la France est le pays le plus déterministe de l'OCDE. C'est celui dans lequel le poids de la naissance, le poids de l'origine sociale pèse le plus lourd dans le destin social. Ça ne veut pas dire qu'on a la plus mauvaise performance éducative. Ça veut dire simplement que si vous naissez pauvre, c'est en France que votre destin social sera le plus bridé. Ces fameuses 6 générations qu'on entend maintenant de plus en plus dans le débat public. Et donc, derrière cela, si on veut améliorer la performance scolaire des enfants en situation de pauvreté, il faut qu'ils aient une chambre avec de la place pour travailler, il faut qu'ils soient alimentés d'une manière saine, parce qu'on ne peut pas bien apprendre quand on vient le matin le ventre vide à l'école, il faut qu'ils soient soignés lorsqu'ils sont malades, etc. Et il faut que leurs parents soient accompagnés. Donc, il y a tous des outils de politique publique qu'on développe, je pourrais y revenir dans le débat si vous le souhaitez, pour soutenir l'ensemble de l'accompagnement éducatif de ces enfants, et ne pas se limiter à des logiques de seule redistribution monétaire, ou uniquement de ce qu'on peut faire dans l'établissement scolaire. C'est très important, mais l'école ne peut pas tout, hein, pour reprendre une formule qu'on utilise souvent. Et donc évidemment, un des sujets qu'on va avoir avec la Commission européenne, c'est comment, avec une nouvelle initiative européenne pour la jeunesse par exemple, avec une nouvelle réorientation de fonds structurels, du FSE, etc., on va pouvoir avoir des grands programmes d'investissement social au niveau de l'Union européenne. Refaire du livre blanc de Jacques Delors dans le champ social, si vous voulez. Et donc là, il y a des réflexions qui se font actuellement sur des grands programmes d'investissement social à l'échelle de l'Union européenne. Et l'Europe pourrait jouer un rôle tout à fait déterminant là-dessus. On pourrait même imaginer que l'Europe et l'État aient des systèmes qui permettent d'avoir un rendement là-dessus et de voir l'efficience derrière, de mesurer. Voilà, on pourrait, et pour ne rien vous cacher, j'ai eu le plaisir d'installer hier le commissaire général de France Stratégie et Louis Feder qui le préside, un comité d'évaluation de la stratégie française de lutte contre la pauvreté qui va justement mesurer les effets macroéconomiques, une évaluation socio-économique sur 10 ans de la stratégie qu'on mène, sur justement qu'est-ce qu'on aura permis ou pas d'économiser à la société, qu'est-ce qu'on aura, etc. Puis l'impact évidemment sur le destin des individus. Dernier élément pour ne pas être trop long, c'est qu'il faut agir sur les systèmes redistributifs et les droits, il faut agir sur l'investissement social et la dépense éducative au sens large, et évidemment il faut travailler sur le marché du travail, à la fois sur le fait de rendre ce marché du travail inclusif. En Europe, on a beaucoup dérégulé le marché du travail pour le rendre plus fluide, parce qu'il y avait des barrières qui étaient construites et qui étaient des barrières au départ de protection des salariés et qui se retournaient
des barrières qui empêchaient à des gens précaires d'accéder à des droits complets à l'intérieur du marché du travail. Vous connaissez, ça fait 20 ans qu'on vit avec ce débat outsider sur les grandes garanties collectives. Donc, c'est la solution dite de flexi-sécurité, un marché du travail plus fluide, mais plus de garanties d'accès à la formation et d'accompagnement dans les périodes interstitielles. C'est tout l'enjeu du compte personnel de formation. Il y a des outils maintenant, en France et à l'échelle européenne, de flexi-sécurité qui sont en train d'être déployés. Mais on a oublié une chose, et c'est là-dessus qu'on insiste en France aujourd'hui, et c'est ce qu'on a envie de pousser de plus en plus à l'échelle à la fois internationale et européenne, c'est que pour réussir un marché du travail inclusif, il ne faut pas seulement avoir des droits sociaux et du droit à la formation et de l'accompagnement dans l'adaptation aux besoins du marché du travail, puisque c'est ça dont il s'agit, les nouveaux métiers, la formation tout au long de la vie, mais il faut aussi de l'accompagnement social vers l'emploi pour les plus fragiles. Et donc de l'accompagnement humain qui parte des besoins sociaux des personnes. Et là, c'est très compliqué. Alors, à l'échelle européenne, je vais commencer par cela, parce que les cultures sont très différentes, c'est-à-dire que les besoins d'accompagnement social ne sont pas du tout réglés de la même manière en Europe. Vous avez des modèles très mutualistes, vous avez des entreprises qui participent au financement de ces modes d'accompagnement, évidemment le modèle allemand. Vous avez des modèles où vous avez une grande solvabilisation du besoin de l'individu par la dépense monétaire, mais l'individu choisit après, c'est les modèles notamment nordiques, vous avez ou scandinaves, c'est des modèles, par exemple des dotations en capital, vous donnez en dotation en capital ou vous donnez en capital formation à quelqu'un et après il achète parmi des prestataires. Vous avez le système du débrouillez-vous tous, ça c'est le système anglais, où il n'y a pas de solvabilisation et pas de rien. Et puis vous avez le système français, vous avez un service public qui est censé venir en complément d'offres privées solvabilisées de l'accompagnement. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui en France, et j'en viens à ce que je connais moins mal, on a désinvesti toutes les politiques d'accompagnement. Et donc, pour vous donner un seul chiffre, excusez-moi, en 88, lorsque le Parlement crée le revenu minimum d'insertion, qui est intéressant parce que le revenu minimum d'insertion, c'est la première fois en France qu'on crée un système assistentiel. Vous savez que notre système, je vous ai épargné, mais la protection sociale française, c'est un système assurantiel basé sur le travail, où c'est les cotisations sociales et patronales qui financent les grandes garanties collectives. Comme on a quelques millions de personnes en dehors du marché du travail, on a créé un système assistentiel et on a petit à petit hybridé les autres. Lorsque le RMI est créé, la collectivité dit le système assurantiel ne peut plus couvrir tous les risques, on va faire un système assistentiel à côté, mais comme il faut que les gens reviennent vers le marché du travail et le système assurantiel, il faut qu'il y ait un I au revenu minimum, le I du insertion, et donc il faut qu'il y ait de la dépense d'accompagnement en même temps que de la prestation. Et donc dans la loi, les départements qui géraient déjà le RMI sur l'insertion avaient l'obligation d'affecter l'équivalent de 20% des dépenses d'allocation aux politiques d'insertion. Ce qui paraît être du bon sens, quoi, hein. C'est cette fameuse histoire qu'il vaut mieux apprendre à pêcher un poisson que donner un poisson. Je ne la dis pas bien, mais vous l'avez compris. Voilà, c'est ça. Mais la situation aujourd'hui, c'est quoi? La situation, c'est qu'aujourd'hui, les départements en France, tous les départements, tout consolidé, ils dépensent un peu moins de 600 millions d'insertions par an. Alors que la dépense de prestation de RSA, c'est 11 milliards. C'est-à-dire qu'en vrai, vous avez moins de 6% de ratio dépenses d'insertion sur dépenses d'allocation. Donc on a divisé la dépense d'accompagnement des plus fragiles par plus que 3 en 30 ans de notre pays. C'est ça la réalité. Et donc, on a des personnes en situation de pauvreté, des allocataires du RSA pour l'essentiel, qui n'ont plus les capacités humaines à proximité d'accompagnement dans le marché du travail. Et donc, comme en France, on adore les débats passionnels et les grandes postures, on a créé le débat sur l'assistanat pour expliquer que c'était de la faute des individus. Mais la réalité, il peut y avoir des situations d'abus à titre individuel, il peut y avoir des situations de gens qui ne se sont pas. Mais la réalité, si on regarde globalement, la réalité, c'est que la collectivité a désinvesti ses politiques. Et donc, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à l'échelle nationale, c'est de réinvestir très massivement la dépense d'accompagnement des plus vulnérables. De l'accompagnement médico-social pour les plus fragiles, de l'accompagnement vers l'emploi, et de considérer qu'il faut remettre au cœur de tout accompagnement social une perspective d'autonomie par le travail. Et ça, c'est la grande leçon des dispositifs associatifs. Vous avez peut-être entendu parler de territoire zéro chômeur de longue durée ou d'autres expérimentations. C'est celle de dire on peut prendre les gens les plus fracassés, les plus en souffrance, et en fait, si on les remet dans un environnement professionnel bien accompagné, si on leur en fait, ils reviennent au travail. Ils retrouvent une autonomie et une dignité par le travail, et en fait, c'est ce à quoi ils aspirent. Et donc, ça, c'est un sujet fondamental, et je termine là-dessus, c'est que
on peut faire le choix d'une société, finalement, où chacun est responsable de son destin social, où la collectivité couvre un paquet minimum de besoins, éventuellement un petit capital pour se payer de la formation ou de l'accompagnement, et on est les uns à côté des autres, et finalement la compétition du tous contre tous, elle est normale. Ça, c'est pas l'histoire de l'Union européenne, et c'est pas ce qu'a été la philosophie politique de la construction de l'Union européenne. L'autre option, c'est celle de recréer un système de responsabilité partagée entre la collectivité et l'individu, et donc de considérer que la collectivité doit investir à la fois sur l'individu, c'est l'investissement social, et sur ses capacités dès le départ, mais aussi sur sa capacité à être accompagné, quels que soient les accidents de la vie, et donc à ne pas se satisfaire, pour solde de tout compte, d'une aide monétaire qui reviendrait à limiter finalement la place de chacun dans la société à sa seule responsabilité individuelle, mais à considérer au contraire qu'il doit évidemment être responsable de lui-même, pour ça qu'il faut qu'il ait des droits et des devoirs, mais aussi que la collectivité, elle a le devoir de l'accompagner, et donc que nous devons. Ça, c'est, si on veut faire un peu de philosophie pour faire joli, pour terminer, et puis ça fera plaisir à Henri Oberdorf, c'est du personnalisme de Mounier, ou du solidarisme, mais c'est ça, c'est cette philosophie-là en réalité. Et donc, c'est ce que nous essayons, même si ce n'est pas toujours compris, de refaire aujourd'hui. Et pour vous donner des chiffres, c'est les 2/3 des crédits de la stratégie de lutte contre la pauvreté en France. Ça va représenter plus de 2 milliards par an en 2022. Donc, quand je vous dis à 600 millions des départements, l'État va mettre 2 milliards de plus chaque année pour financer ces politiques-là. Et du point de vue de l'OCDE, on a beaucoup de réflexions là-dessus, parce que ces questions-là, qui interrogent en fait le modèle européen, le modèle français, etc. Bon, je ne vais pas faire des grandes phrases, mais en fait, c'est des sujets qui se posent aussi, évidemment, à l'échelle internationale. Voilà, donc moi j'espère que l'opportunité là d'une nouvelle commission et de tout ce qui va venir va permettre de renforcer ces politiques. Il y a des outils, des instruments de l'Union européenne qui permettent d'apporter des réponses. Je n'ai pas parlé du FEAD, j'ai pas parlé... mais on va pouvoir les transformer. Et donc sachez qu'aujourd'hui, et le délégué que je suis et une bonne partie du gouvernement sommes mobilisés sur ces enjeux. Voilà, c'est quelques éléments. Merci beaucoup. Deux intervenants qui ont tenu, ils se sont minutés, chacun à peu près une demi-heure, très très bien. Et donc un passage du quantitatif au qualitatif, hein, mais qui est aussi forcément du quantitatif, parce qu'il faut le financer. Est-ce que vous avez des questions? Sinon j'avais envie d'en poser une, j'ai le droit, ou avant que la salle en pose. Allez, voilà, je pose ma question, c'est il y a un élément quand même qui distingue notre pays, je la pose à Olivier Noblecourt, mais aussi à Michael, c'est quand même le chômage, le taux de chômage, et je pense que moi je suis germaniste, donc je connais bien l'Allemagne, et je vois comment les choses se passent en Allemagne. Bon, c'est vrai qu'ils ont le système dual, les jeunes sont en général formés, mais le problème de la France, c'est que même un jeune formé ne trouve pas toujours facilement un emploi, etc. Donc ça, bien sûr, c'est un paramètre sur lequel on aimerait bien intervenir de manière efficace, mais bon, on n'y arrive pas trop, parce qu'il est lié peut-être aussi à la structure économique, mais à la démographie. Et à la démographie. Voilà, justement, voilà. Ça pose la question que je vais vous poser. Enfin, vous êtes... Non, mais vous avez évidemment raison. J'insiste sur l'aspect démographique, parce que quand on se compare à l'Allemagne, on oublie toujours que la dimension démographique, elle est absolument majeure. Elle fausse énormément la comparaison. On a, nous, une difficulté, c'est qu'on a un appareil de formation initiale qui, en effet, ne facilite pas l'insertion sur le marché du travail à l'instant T. C'est-à-dire qu'on a une formation, on va dire, générale de meilleure qualité, mais vous savez qu'en Allemagne, ils ont fini par faire eux aussi une école du socle, avec un socle commun de connaissances, compétences et culture, comme la loi de 2005 l'a créé en France, qui est quand même une belle ambition de civilisation quand même, hein, de se dire que chaque jeune doit aller jusqu'à 16 ans dans l'enseignement général et avoir un socle commun. Je crois que c'est une ambition de société importante. L'Allemagne est allée à son tour, mais en France on est un peu éloigné. Alors, beaucoup de choses sont en train de bouger sur la formation, à la fois sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, sur la réforme du lycée qui va aussi permettre de mieux modulariser les parcours, donc je crois qu'on est en train de progresser. Mais le deuxième difficulté, c'est les rigidités en effet, aujourd'hui, dans le marché du travail, dans les parcours de formation, dans la sécurisation de ces parcours. Là aussi, les outils sont en cours, mais sont en place, mais sont en train de monter en puissance lentement. La France n'a jamais autant investi sur le fait de revisiter son appareil de formation. On met 15 milliards là, dans la période pour repenser tout l'appareil de formation professionnelle
sur le territoire, donc ça va évidemment produire des effets. La difficulté, mais ça, il y a des économistes dans la salle qui pourront y répondre mieux que moi, c'est que tout ce que fait la France depuis 5 ans, c'est en fait c'est tout ce qui est soutenu par les théories de l'activation. C'est-à-dire qu'en fait, on veut activer la dépense passive, financer de l'accompagnement vers l'emploi, financer de la formation, parce qu'on a un marché du travail en croissance et qu'on pense qu'en accompagnant les plus fragiles, on va réussir à les réintroduire dans le marché du travail. Donc on modifie un peu le marché du travail pour le rendre plus fluide et on pousse par de l'accompagnement. Le problème des politiques d'activation, c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est que si vous avez un retournement de conjoncture ou une crise, les politiques d'activation ne servent plus à rien. C'est-à-dire elles changent l'ordre dans la file d'attente, mais elles ne modifient pas la structure du marché du travail. Et donc, c'est toute la difficulté de savoir comment vous investissez sur l'accompagnement des plus fragiles vers le marché du travail pour booster votre croissance et ne pas avoir ces emplois non pourvus qui vous feraient. Et de l'autre côté, les politiques d'innovation ou les politiques d'attractivité prix, d'attractivité salaire, etc., donc, qui sont d'autres grands enjeux. Là, moi, j'atteins mon seuil d'incompétence après, mais le pari français, c'est qu'on a beaucoup misé sur l'innovation technologique avec les grands programmes, les grands plans d'investissement, etc. On a amélioré la compétitivité de ce point de vue française. À Grenoble, on a beaucoup porté les stratégies de clusterisation et ces logiques de pôle de compétitivité. C'est pas fini, il faut continuer. On avait une question de coût du travail sur lesquelles il y a eu des mesures très importantes sur les 10 dernières années d'abaissement du coût du travail qui nous mettent maintenant dans un ratio tout à fait compétitif sur la question du coût du travail. Après, maintenant, il y a la question, en effet, de l'adaptation, de la qualification de la main-d'œuvre aux besoins du marché du travail, et c'est ce sur quoi nous sommes aujourd'hui. Mais je le redis, je crois que la France a fait feu de tout bois de ce point de vue-là, quand on regarde les grands outils macro de politique publique. Nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement de conjoncture, et c'est, en tout cas dans l'appareil d'État en ce moment, je peux en témoigner, la grande interrogation, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe si ça se retourne. Donc on va passer aux questions. Ne faites pas de tweet là-dessus. Par rapport à l'exposé de monsieur, c'était concernant les revenus, la politique des revenus. Alors, pour mesurer les inégalités, les revenus, ça dépend les plus pauvres, c'est les revenus sociaux, et puis après il y a le travail, mais je dirais les revenus du patrimoine, les revenus du mobilier. Je crois qu'il y a, je dirais, des strates de revenus qui sont, là vous globalisez les revenus comme si c'était la même chose. Or, les revenus du patrimoine ou d'action, c'est pas tout à fait pareil que des revenus de l'action sociale, quoi. Moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est vous parlez des inégalités de revenus. Or, je pense que faut prendre les inégalités de revenus disponibles pour vivre. Or, le logement, vous avez pris 1980, je dirais, comme base. Si on prend le prix du logement ou la part du logement dans les dépenses préengagées. Comment? Oui, les dépenses incompressibles ou les dépenses préengagées. Les dépenses sur le logement ou l'énergie, c'est quelque chose qui a nettement augmenté par rapport aux revenus de l'action sociale ou du travail. Donc, je ne sais pas, moi, ça vos schémas me perturbent. Je dirais pour mesurer, qu'est-ce que vous mesurez réellement? Bon, le Gini, bon, je ne sais pas si vous pouvez travailler sur ces éléments-là de revenus. Mais je peux vous rassurer. Donc, alors peut-être que c'est l'exposé de... Non, mais effectivement, quand nous parlons de revenus, il s'agit des revenus disponibles. Et en fait, c'est encore plus clair si vous prenez la sémantique de l'INSEE. L'INSEE parle de niveau de vie. En fait, les revenus disponibles par unité de consommation, pour mieux le faire comprendre, l'INSEE l'appelle niveau de vie. Et c'est en fait tout ce que j'ai montré, c'était sur le niveau de vie. C'est-à-dire, effectivement, les revenus disponibles au niveau de vie est composé par d'abord 2 tiers de salaire. Okay? Donc, le revenu de travail indépendant. Après, il y a le travail
travail dépendant, travail indépendant. Après, il y a toutes les allocations sociales. Après, il y a les revenus du capital, effectivement, patrimoine, etc. Les revenus, hein, pas et moins, bien sûr, les impôts et le prélèvement obligatoire. Donc, c'est que j'ai un ménage à sa disposition à la fin du mois, ou à la fin du mois, aujourd'hui, bon. Donc, c'est bien pris en compte. Et effectivement, ce qui est important, c'est pas regarder dans les différentes composantes. Vous allez voir, par exemple, que la distribution de salaire brut a continué à augmenter. C'est l'inégalité entre les salariés, aussi en France. Par contre, dû au travail, si vous voulez, de l'État-providence, taxation, prestations, et tout ça, ça ne s'est pas, traduit au niveau de vie, des revenus disponibles. Donc c'est très important. Maintenant, effectivement, si vous regardez cette petite diapositive, je n'ai pas parlé, on a fait un autre travail il y a quelques mois, c'est sorti, c'est sur les classes moyennes. Ce n'est pas une surprise parce que les pays membres, les gouvernements des pays membres sont de plus en plus ennuyés avec ça. Donc, je dis, qu'est-ce que vous pensez de la question du problème des classes moyennes? C'est que nous, on a trouvé, c'est en quelques pays à part, comme les États-Unis ou les pays de crise de l'Europe du Sud, ces pays à part, ce n'est pas une question de revenus. Les revenus de la classe moyenne, en général, se sont pas effondrés. Par contre, donc les revenus disponibles, le niveau de vie, etc. Par contre, deux choses ont changé profondément. Premièrement, vous le voyez ici, qu'est-ce que je dois dépenser pour avoir un appartement de 60 mètres carrés? Donc c'était pour un couple dans la classe moyenne, environ 6 à 7 ans, ça dépend des pays, il y a 30 ans, de revenu annuel. Hein. C'est jouable, c'est difficile quand même, mais c'est jouable, on est à crédit, etc. Mais aujourd'hui, on est à 13 ans en France. C'est presque impossible pour le... Non. Donc d'une part, c'est les dépenses pour certains biens qui sont importants pour la classe moyenne, qui ont beaucoup plus augmenté que les revenus. Le logement, c'est une question. Mais dans d'autres pays, c'est aussi les dépenses pour l'éducation. Ce n'est pas le cas en France. Et pour la santé. Donc c'est une chose. Et l'autre chose qui n'est pas liée au revenu directement, c'est l'instabilité du marché du travail. C'est-à-dire, avant, c'était classique pour une famille dans la classe moyenne d'avoir même si c'est rémunéré au niveau moyen, mais stable. Hein. Ce n'est plus le cas, et en plus, si on fait des estimations pour l'effet de l'automatisation, nous nous sommes rendus compte que le risque de l'automatisation de l'emploi est le même pour les emplois à faible qualification et à qualification moyenne. Donc c'est beaucoup plus haut et c'est très très bas pour les personnes en haute échelle. Donc oui, ça c'est un point très important, mais on ne voit pas tout si on se focalise que sur le revenu. Donc il faut voir aussi les consommations, le marché du travail. Si vous permettez, en une phrase, c'est intéressant la remarque que tu fais, Régis, parce que moi je pilote en ce moment l'élaboration du revenu universel d'activité, et donc on est en train de définir ce que c'est qu'un revenu décent minimum. Et donc on est exactement sur ces sujets parce que, tout à l'heure j'ai oublié de vous le dire, mais quand vous regardez la pauvreté en conditions de vie, vous avez 6 ménages sur 10 qui sont en pauvreté monétaire qui ne sont pas pauvres en conditions de vie. Donc il n'y a pas de recouvrement. Et la question des dépenses de logement, alors il y a des métropoles où ça baisse, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais c'est ma seule blague locale. Des dépenses de logement, voilà, des dépenses de logement
la dépense préengagée a explosé dans le budget des ménages pauvres, y compris en France. Et avec une grande singularité, c'est que comme on n'a pas assez construit de logements sociaux, le taux d'effort aujourd'hui d'un ménage pauvre dans le parc social, il est entre 22 et 23% à peu près en moyenne. Il est de plus de 30% pour un ménage pauvre dans le parc privé. Sans tenir compte du fait qu'il aura en plus une dépense énergétique plus importante, puisque le parc privé est 30% plus énergivore que le parc public en moyenne en France. Donc on voit, et tout ça en plus il faut le territorialiser, donc c'est vrai que la question du revenu décent, de dire il faut donner 500, 600, 800, 1000 euros à tout le monde, en fait ça n'a pas beaucoup de sens, et donc ça va nous obliger à penser des outils très différents. D'autres questions? Vous êtes... L'investissement social, j'ai bien aimé cette notion-là. Est-ce que c'est un cercle restreint de penseurs ou c'est, je dirais, partagé par l'OCDE et des grands organismes qui, je dirais, développent ce concept, je dirais, d'investissement social autre que l'éducation, tout ce qu'a développé. Non, je crains même que c'est le mainstream entre-temps. Mainstream, le courant principal. Ah, d'accord. En fait, c'est déjà l'ancienne commission Oui, tout à fait. et le commissaire qui l'ont lancé. Maintenant, l'idée est évidemment... Même aux États-Unis, il y a ça? C'est parti des États-Unis. Oui, mais bon, Oui, mais justement, si... Je doute. Mais là, il y a aussi certaines critiques, bien sûr, par exemple, de chercheurs sur la pauvreté en Belgique, qui disent, attention, faites pas le renversement, c'est-à-dire le traitement ex post, par exemple, de pauvreté ou des inégalités, ne peut pas pour autant être réduit. C'est-à-dire, si on utilise le discours de l'investissement social pour dire voilà, c'est mieux parce que le coût de revient est beaucoup plus élevé, etc. Mais pour en même temps dissimuler qu'on baisse le taux des allocations, ce qui était fait en Suède par exemple, c'est discutable. Parce que pour certaines familles, c'est bien beau de dire voilà, on fait plus d'investissement pour tes gosses, pour tes enfants, pour qu'ils puissent ensuite s'intégrer, etc. Et on sait que c'est vrai, je suis un grand fan de cette cour de Hickman, bien sûr, et empiriquement, c'est vérifié. Mais ça ne désengage pas des tâches immédiates, parce qu'il y a dû à plein de choses, il peut y avoir une nouvelle crise, migration, etc. Il y a des tâches qui sont immédiates. Il y a des familles qui se trouvent où la redistribution ex post est nécessaire quand même. Bon, ce qui est le grand avantage de ce changement de point de vue, c'est le mot investissement. Parce qu'enfin, on peut faire comprendre aux politiques, aux politiciens, que ce n'est pas seulement un coût de sécurité sociale, mais ça en revient, c'est-à-dire, si vous voulez, le coût de l'insécurité sociale est plus élevé que le coût de la sécurité sociale. Donc ça c'était très important pour ancrer le social dans les gouvernements qui, a priori, ne sont pas amenés à dépenser plus là-dessus. Mais je dis seulement, il ne faut pas le prendre comme excuse, si vous voulez, de diminuer considérablement le budget pour les allocations redistributives. Pour le dire d'une manière très lapidaire, la bataille des esprits a été gagnée, mais en fait, tout le monde en parle de l'investissement social, personne n'en fait. Oui. Donc, voilà, non, mais tout le monde, non, mais indépendamment des, oui, mais je veux dire, indépendamment des considérations locales ou autres, la réalité, c'est que comme pour pouvoir faire l'investissement social, il faut des capacités pour investir, c'est ce qui vient d'être expliqué, soit vous prenez sur la dépense sociale actuelle, soit vous avez des marges. En France, depuis la crise de 2008, on n'a pas bien mesuré l'impact de la crise sur l'ensemble du modèle. Mais imaginez qu'en moyenne, depuis la crise de 2008, les dépenses d'allocation ont progressé de 80%, les dépenses d'accompagnement et de prévention ont baissé de 40%. Ça, c'est la situation française.
Donc fondamentalement, on a désinvesti. Et c'est pour ça d'ailleurs que la stratégie que je vous ai exposée tout à l'heure est nouvelle parce qu'elle consacre 8 milliards spécifiquement à l'investissement social en grande partie et à l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'un renforcement de ces politiques par une initiative de l'Union européenne serait très bienvenu parce que ce qui manque aujourd'hui aux États pour mener de vraies politiques d'investissement social, c'est le capital initial pour investir. Ou sinon, il faut le prendre sur les dépenses d'allocation haute, ce qui évidemment socialement n'est pas acceptable. Ça revient à diminuer les aides aux plus fragiles. Ça devrait être qui, commissaire Putel? Il y en avait deux qui étaient pressentis, mais qui pouvaient être, j'ai plus les noms en tête. Henri. Est-ce qu'il y a au fond une politique européenne de lutte contre la pauvreté, puisque vous avez évoqué les 17%, 17% du seuil de pauvreté, 14% en France. Est-ce qu'il y a une lutte européenne contre la pauvreté? Et quelle est l'influence de la France dans cette lutte, si elle existe? Il y a une stratégie européenne pour combattre la pauvreté. C'est celle que j'évoquais tout à l'heure, mais... Et en fait, le problème, c'est que les objectifs ont été formulés en 2006. Et après, il y avait la crise. Et maintenant, je pense... Nous sommes en 2019. Voilà. Non, mais la vérité oblige de dire que non, il n'y a pas de politique publique coordonnée à l'échelle du besoin de lutte contre la pauvreté, c'est une évidence. Il y a des outils de politique européenne qui concourent et qui sont à la main des États. Enfin, le FEAD finance l'essentiel aujourd'hui des banques alimentaires, des restos du cœur, etc. Donc, je veux dire, avec difficulté, enfin, ça va être préservé, mais ça fait partie des... Le FSE, évidemment, finance une grande partie des politiques d'insertion, d'accompagnement vers l'emploi. Il y a des fonds structurels. L'Initiative européenne pour la jeunesse finance la garantie jeune très largement en France, qui accompagne les jeunes les plus vulnérables. Donc, il y a de l'argent de l'Union européenne. Ce qu'il n'y a pas, c'est une initiative communautaire et une politique d'ensemble. Voilà. Il y a des initiatives sur l'harmonisation des droits sociaux que j'évoquais tout à l'heure, des chartes, des choses comme ça. Mais, banalité de le dire, quoi. L'Europe sociale et l'Europe qui porte des politiques de lutte contre la pauvreté, aujourd'hui, n'existent pas. Et l'influence de la France en Europe? J'en suis pas un très bon juge. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, moi j'ai ressenti dans les discussions avec la représentation française auprès de la Commission, avec les différents ministres, une volonté de porter cela, et notamment dans les liens avec l'OCDE, ce qui est très fort, c'est que la France, qui avait plutôt une image, vous me corrigez après, mais de vilain petit canard, parce qu'on était le pays ringard, celui qui avait des politiques sociales, archéo, en fait, on devient de plus en plus un pays qui illustre les changements, les transformations de politique sociale, et donc qui pourrait à l'échelle européenne, parce qu'en fait, il faut gagner la bataille des esprits à l'échelle européenne pour être, pour être suivi. C'est pas qu'une question de rapport de force politique, c'est d'abord une capacité à convaincre. Et donc, il est possible, c'est l'espoir peut-être un peu immodeste qu'on a actuellement, c'est que les changements de politique que je vous ai explicités tout à l'heure, qui sont quand même très consensuels au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, permettent à la France d'avoir davantage de crédit pour le porter. Après, ça suppose qu'il y ait des commissaires eux-mêmes crédit. M'enlever les mots de la bouche. Monsieur, oui, moi, j'ai noté. Oui, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait, si on parle de pourcentage de personnes qui ne faisaient pas la demande, qu'ils avaient droit au RSA. Est-ce qu'on a fait une étude pour savoir quelle est la raison? Moi, ça m'est arrivé un cas où j'avais droit à des aides, mais je n'étais pas au courant, et par hasard, dans une discussion avec des gens, on dit, oh, mais si tu fais la demande, tu as droit à ça, et c'est en effet, j'ai eu droit, et j'ai perdu 3 ans à galérer, j'avais droit à des aides au logement. Et je voulais savoir, est-ce que c'est la paperasse que les gens n'osent pas, ou qu'ils ne savent pas, ou qu'il n'y a pas assez de personnel comme assistante sociale ou quoi pour les gens? L'information, vous étiez vous-même concerné, si j'ai compris. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que vous ne le saviez pas alors? Et je ne sais pas, parce que j'ai fait aller voir plusieurs fois assistante sociale pour autre chose, alors il faut quand même me dire, vous avez droit à ça. C'est une personne par hasard dans la rue qui m'a dit, vous avez droit à des aides. Et vous étiez allé dans des... Il logeait avec moi, et comme il était majeur, il avait droit à l'éducation au logement. Et vous aviez affaire, excusez-moi, à des assistantes sociales avant, et qui auraient dû vous le dire ou... Oui, dire pourquoi vous avez des difficultés. Mais en fait, alors là, je ne fais que redire ce que les études d'Odenor que j'évoquais tout à l'heure ont démontré. Il y a plein de niveaux différents de non-recours. Il y a d'abord un premier niveau, c'était le vôtre, c'est la non-information, la méconnaissance. Par exemple, le non-recours avant aux aides sur l'énergie, par exemple,
depuis un chèque énergie qui vous est envoyé directement, mais il y a des gens qui le jettent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais bon, il y a plein de dispositifs d'aide que les gens ne connaissent pas du tout. Après, il y a des dispositifs dont la complexité a été pensée pour que les gens ne demandent pas ou ils soient découragés de le faire. Donc, il faut le dire. Il y a par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y avait eu la création d'une ouverture du RSA pour les jeunes dans des conditions qui faisaient qu'aucun jeune ne pouvait y accéder. D'ailleurs, il y a eu 1000 jeunes qui ont accédé au RSA jeune quelques années. Donc des fois, on fait des annonces, vous savez, les ministres font des annonces, puis en fait, derrière, tout est fait. Bon. Ça a pu exister. Et puis, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus grave, plus important en réalité, c'est que vous avez de plus en plus de personnes qui ont développé une défiance, pas seulement vis-à-vis des droits sociaux, mais aussi vis-à-vis des services sociaux. Des gens qui ont peur des assistantes sociales, qui ont peur de jugements, etc. Notamment des femmes en situation de monoparentalité, qui en fait ne veulent pas aller voir les assistantes sociales, parce qu'elles ont le sentiment qu'elles vont être jugées en tant que mères au lieu d'être aidées en tant que femmes, etc. Et donc ça s'est beaucoup développé, cette distance entre les services sociaux et des personnes vulnérables. Et ce que disent beaucoup les associations, c'est qu'elles accueillent les gens qui ne veulent plus aller voir les institutions. Voilà, de plus en plus, c'est un effet d'un mécanisme de déploiement. Voilà. Après, le taux que j'évoquais tout à l'heure, le 30% de non-recours au RSA, c'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'études de référence depuis 10 ans. Mais par exemple, aujourd'hui, vous avez des outils de mesure du non-recours par les caisses de sécurité sociale. Et les tout derniers chiffres, c'est qu'on a à peu près tout type de non-recours confondu, c'est à peu près 12%. Voilà, ce qui est déjà énorme en réalité. Et pas 12% au RSA, le RSA c'est simplement un peu plus bas, 12%. Et par exemple, un des non-recours les plus développés, c'est les pensions alimentaires. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y a une réforme et que les CAF vont se substituer aux ex-époux indélicats pour faire l'avance et se retourner vers les personnes parce que les mamans n'osent pas demander. Madame, je ne vous ai pas oublié, mais M. Förster Juste veut pour ajouter quelque rajouter chose. l'aspect international, parce que la France n'est pas un cas isolé. Le non-recours existe dans tout le pays de l'OCDE. Et je voudrais ajouter un autre aspect là-dessus. Parce que le non-recours est toujours plus fort pour toutes les allocations de type assistance sociale. Et beaucoup moindre pour tout ce qui est assurance. Pourquoi? Mais c'est logique parce que tout ce qui est assurantiel, c'est un droit. J'ai un droit. Par contre, à part l'information, à part la complexité, il y a aussi un facteur qui joue un rôle et c'est la honte. Donc parce qu'il y a plein d'études sur le non-recours, il y a un grand pourcentage de personnes qui disent soit j'ai honte ou je n'ai pas besoin de l'assistanat de quelques institutions publiques. Et donc là, pour revenir à la discussion avant, il faut toujours faire bien attention. Si on parle maintenant d'un benefit, universal benefit, comment un revenu harmonisé, il ne faut pas oublier que cet aspect-là de transmettre que c'est un droit que vous avez. Vous ne dépendez pas de bienfaisance de public, c'est très très important. Madame, vous aviez posé une question. Oui, j'en avais deux, trois questions courtes. Est-ce que ça veut dire, à travers les deux interventions, qu'on va enfin, tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on va enfin faire de la prévention dans ce pays? Est-ce que ça... Enfin, les politiques de prévention ont été financées au Canada, au Québec, etc. depuis bien longtemps parce qu'ils avaient pu mettre des chiffres en face d'économie par défaut, alors que c'est seulement maintenant. Je voudrais voir si j'ai bien compris ça. Vous avez très bien compris. Pourquoi attendre 2022, 2019, même si on est sur la fin de l'année? Alors, j'ai du mal à exprimer si vous avez cru que vous dites quand j'évoquais les 2 milliards par an à partir jusqu'en 2022. Quand j'ai bien entendu qu'à partir de septembre 2020, il y a une obligation de scolarité ou de formation d'accompagnement jusqu'à 18 ans. Donc là, c'est une première étape. Après, vous avez évoqué 2022 avec les 2 milliards et demi. Oui, alors je vais être beaucoup plus précis. En fait, il y a 8 milliards et demi, 8,8 milliards même. Et en fait, ça commence à 1,4 milliard en 2019 et ça monte jusqu'à 3,2 milliards en 2022. Et sur ces 3,2 milliards, vous avez 2 milliards directement sur l'accompagnement. Là, je parlais d'accompagnement, vous avez en plus de la prévention. Donc, les 2 milliards que j'évoquais, c'est la montée en charge. Et pourquoi on monte en charge progressivement? Un, parce qu'il faut dégager des crédits budgétaires pour le faire, parce que c'est que de l'argent nouveau. Mais deux, surtout, parce qu'en fait, il faut opérationnaliser les crédits sur le territoire. Et qu'en fait, c'est pas mécanique. Il ne suffit pas d'avoir l'argent de l'État.
Vous avez, là par exemple, cet après-midi, j'étais dans une mission locale, vous avez des endroits où les missions locales n'ont plus les opérateurs d'accompagnement des jeunes en dehors d'elles ou de formation, donc vous avez des appareils d'accompagnement. Quand on parle par exemple des PMI, la protection maternelle et infantile sur les politiques de prévention, vous pouvez aujourd'hui surfinancer dans certains départements, remettre beaucoup d'argent sur la PMI, en fait le temps de recruter des professionnels, d'en former, donc en fait ça n'est pas mécanique et immédiat. C'est valable aussi par exemple sur la prévention spécialisée qui accompagne les jeunes les plus éloignés. Il y a tout un problème aujourd'hui de démographie, il y a des gens qui sont dans la formation du travail social dans cette pièce. Vous avez des sujets où ça ne se fait pas mécaniquement du jour au lendemain. Et par ailleurs, ce qu'on essaie de faire, c'est que ce soit porté par des acteurs de terrain et donc que les moyens soient déclinés en fonction des vraies priorités du territoire. Donc là, je vous ai épargné tout ça, mais la stratégie, elle est portée par 11 000 acteurs aujourd'hui qui se réunissent et qui décident. Et en fait, tout ça, si on veut que ce soit fait avec les personnes et avec les acteurs de terrain, ça demande un peu d'ingénierie et un peu de temps. Et donc, c'est pas du bouton pressoir, donc ça monte en puissance. Et qu'en est-il de la formation? Parce que du coup, ça demanderait aussi une réforme de la formation de travailleurs sociaux. Tout à fait. C'est prévu. On va mettre 130 millions dans un nouveau plan de formation continue des travailleurs sociaux pour soutenir tout ça. Tout à fait. C'est inédit. L'État n'a jamais mis autant de sa propre initiative pour financer cette mission de formation des travailleurs sociaux. D'autres questions? Pardon? C'est une vraie révolution. J'espère. Ça va prendre. C'est comme toutes les vraies révolutions, ça prend un peu de temps. D'autres questions, d'autres observations, remarques? Mais pour que ça aboutisse quand même, ça veut dire que la stratégie, c'est d'utiliser l'Union européenne pour récupérer des fonds et faire réfléchir les différents pays sur ces questions-là. En fait, nous, si vous voulez, moi, ce dont j'ai de la responsabilité, c'est déjà tout fait. C'est-à-dire, il y a une stratégie, il y a tout un appareil d'État qui est organisé pour, des crédits qui sont décidés jusqu'à 2022, qui sont ce qu'on appelle bleuis, c'est-à-dire qu'ils ont un arbitrage interministériel qui fait qu'ils sont totalement protégés. Donc moi, si vous voulez, je suis dans des chaussons. Le sujet, c'est comment on pourrait faire plus s'il y avait une initiative de l'Union européenne. Je vous donne un exemple très concret. Je vous parlais des petits déjeuners à l'école. C'est pas un truc gadget, hein. On ne va pas distribuer des petits déj sur des plateaux en plastique, en foncerie en plastique, aux gamins dans les écoles. On crée de l'éducation alimentaire, c'est 2 fois par semaine dans les écoles, on associe les parents, on fait des circuits courts, on travaille avec les agriculteurs locaux, bon ça. Si on veut monter, aujourd'hui, il y a 100 000 enfants qui en bénéficient. Dans 6 mois, il y en aura 200 000. On veut atteindre 500 000, parce que des enfants pauvres qui ont besoin d'être accompagnés sur l'éducation alimentaire, et bien là, il y a un programme de l'Union européenne qui s'appelle le programme Fruits et légumes, qui finance aussi de l'accès à des produits laitiers. Et on espère récupérer 18 millions de l'Union européenne, ce qui permettrait de passer les crédits de 12 millions, ce qui est aujourd'hui les crédits annuels de ce programme de petit déjeuner, à 30 millions par an. Et donc peut-être que grâce à l'Union européenne, on va passer de 200 000 à 500 000 enfants concernés. Et donc plus que doubler l'objectif tel qu'il était prévu dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Voilà un exemple où si on obtient ces crédits de l'Union européenne, et c'est en bonne voie, l'Europe peut servir d'effet levier. Alors, merci pour cette bulle d'espoir, parce que franchement, il n'y en a plus beaucoup. Bonjour, monsieur. Je vais revenir sur la question de l'automatisation des processus d'adhésion. Concrètement, parce que vous parlez des difficultés d'ingénierie pour mettre en place tous ces dispositifs, concrètement, je t'imagine qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que les impétrants soient... C'est vrai. Alors, aujourd'hui, vous avez 2 révolutions majeures. Vous en avez une qui concerne le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source des impôts, ça fait qu'aujourd'hui, l'administration fiscale connaît en temps réel les revenus de tout le monde, en tout cas de ceux qui travaillent, y compris ceux qui ne sont pas fiscalisés. Mais aujourd'hui, on a un appareil statistique qui permet d'avoir tout ça. Il y a une autre révolution silencieuse qui est portée par les caisses de sécurité sociale, qui est la création de la DSN, qui fait en fait la grande base de données nationale, où vous allez avoir l'ensemble des revenus sociaux des ménages. Et donc, vous voyez ce qui se passe si on croise les deux, c'est que les caisses de sécurité sociale vont être en capacité de connaître vos droits sociaux et vos ressources à l'instant T, en temps réel. Et donc, alors ça va supposer un peu de développement, mais donc on sera en capacité, alors aujourd'hui par exemple, la prime d'activité, vous avez un pré-remplissage des documents. La prime d'activité est quasiment automatisée, c'est-à-dire que vous la touchez et après c'est automatiquement déclaré avec votre employeur et vos droits. Et donc c'est la CAF qui recalcule vos droits à la prime d'activité, c'est pré-rempli. Comme les impôts sont pré-remplis, etc. Et donc demain, on pourra faire pareil avec les aides au logement, avec le RSA, avec l'ensemble des aides. Donc ça faut 1 an et demi de développement de système d'information à peu près pour réussir cela.
Et donc, le sujet qui va être posé si le revenu universel d'activité voit le jour, vers 2022-2023, parce qu'il faut justement faire ces étapes de système d'information, créer des étapes réglementaires, etc. C'est est-ce qu'on veut un système où la CAF vous écrit, vous avez le droit à tant de revenus universels d'activité, et si vous êtes d'accord, cochez votre acceptation, faites votre signature numérique et on vous verse l'argent. C'est ce qu'on appelle l'opt-in, où il y a une autre option, qui est l'option où la CAF vous verse l'argent en considérant que vous avez le droit, mais elle vous envoie un mail pour vous dire que si vous ne voulez pas l'argent, vous avez le droit de dire non. Ça s'appelle l'opt-out. Mais vous savez que c'est un très gros sujet de principe. Hein. Il se trouve que dans la concertation que j'anime en ce moment, on a passé beaucoup d'heures avec les associations de solidarité, les partenaires sociaux sur ces sujets, parce que les étudiants en matière sociale apprennent que les droits sociaux en France sont dits quérables. C'est ce qu'on appelle la quérabilité des prestations sociales, c'est-à-dire qu'il faut les demander. Et qu'on est dans un système où l'individu ne reçoit pas sans demander, il doit demander. Et donc si on fait ça, voilà. Et donc ça c'est un très beau sujet, l'automatisation jusqu'où. Mais techniquement, ça va être possible, avec beaucoup de garde-fous, il y a énormément de procédures de protection des données, enfin vous imaginez que tout ça est très encadré. Ça va être possible d'ici 2 ans. Ça veut dire qu'on part du principe que toutes les familles sont équipées d'un ordinateur avec du gouvernement Internet. Pas forcément, mais en tout cas que l'administration, elle les connaît quand elle a un enfant, elle sait qu'elle a un enfant, etc. Voilà. Elle les connaît. Vous dites, on clique pour dire oui ou non. Oui, bah après les personnes, soit elles sont équipées elles-mêmes, mais le taux d'équipement maintenant, notamment au téléphone portable avec accès à Internet, est supérieur à plus à 90%. Mais ça suppose en effet sinon qu'on travaille sur l'accès au numérique des publics les plus éloignés, qui est un autre sujet absolument majeur dans l'accompagnement, tout à fait. Et pas seulement l'équipement d'ailleurs. Il y avait une question, madame. Il faut parler fort. Hein, parce que... Oui, finalement, est-ce que, avec ce que vous nous avez présenté, là, on ne s'achemine pas vers un revenu universel, surtout si on est dans l'opt-in, non, l'opt-out, c'est mieux, j'ai l'impression. À savoir que l'ensemble des allocations vont permettre à chaque ménage, voire à chaque individu, de pouvoir bénéficier de l'effet de la redistribution qui, comme chacun sait, la moitié de la richesse de notre pays repart dans le circuit de distribution. Et donc, quelque part, on a forcément droit à quelque chose, peut-être pas de manière égalitaire, pas tous la même chose, mais on n'en est pas loin finalement. Ça, c'est la super question à 8h25. Vous avez la soirée surtout que ça va déclencher Régis, là, vous allez voir, ça va. En 2 phrases là-dessus, et je vous laisserai compléter évidemment, mais d'abord, il y a 2 conceptions très différentes. Il y a une conception, celle qu'on a entendue dans le débat public au moment de la campagne présidentielle, qui était portée par Benoît Hamon, et qui est portée par une école de pensée derrière, qui dit que le travail n'est plus la valeur structurante de nos sociétés. Je le dis devant Henri Oberdorf, moi j'ai passé mon concours de Sciences Po Grenoble il y a 25 ans maintenant, sur le Dominique Méda, à la fin du travail. Le travail est une valeur en voie de disparition. Bon, ça fait un petit moment que les faits lui ont pas donné raison, hein, Dominique, mais bon. Et donc, en considérant que l'utilité sociale doit être décorrélée du travail, et qu'on est des sociétés suffisamment riches pour que chacun puisse bénéficier d'un minimum de revenus, et après choisisse ces formes d'utilité sociale, le travail ou pas, l'engagement associatif, prendre soin des siens, etc. C'est une vision très séduisante, bien évidemment, intellectuellement. La vision qui est portée dans le revenu universel d'activité, elle est différente. Elle est celle de dire justement qu'il faut réarrimer le modèle social au travail. Et qu'en fait, en dépit des prévisions, etc., la valeur qui structure le plus l'utilité sociale, non pas de manière définitive, c'est pas exclusif, bien sûr qu'il y a une utilité sociale en dehors du travail. Que seraient nos vies si elles se limitaient au travail? Bien évidemment. Mais que ce qui est demandé par les personnes en situation de pauvreté, et alors là, je peux vous garantir que c'est du 100%, hein, quasiment, moi c'est de l'autonomie et la dignité par le travail. Et en fait, tout ce que vous dites, et donc la démonstration qui est faite par Territoire Zéro Chômeur de longue durée et par d'autres associations qui travaillent sur l'accès à l'emploi des plus vulnérables, c'est qu'en fait, ce que souhaitent les plus vulnérables, c'est surtout pas un revenu d'assistance sans contrepartie. Ce qu'elles souhaitent, c'est la capacité à gagner de l'argent par leur travail. Et donc c'est un vrai sujet de société. C'est est-ce qu'on veut réarrimer notre protection sociale au travail et donc faire tout ce que je disais tout à l'heure, ou est-ce qu'on veut au contraire la décrocher totalement et considérer qu'on veut être une société dans laquelle il y a 20% de la société productive qui crée la richesse, qui travaille et qui deviennent finalement les super riches, et puis les autres qui vivent plus chichement, mais qui trouvent leur utilité sociale autrement. Moi personnellement, je pense, cette seconde société me fait horreur.
Mais il est légitime que certains veuillent la promouvoir. Et si on veut, en termes de principe de revenu universel, bien manier, enfin avoir les bons repères, et c'est très important d'avoir ça en tête, c'est que notre modèle social, il est universel, mais il est conditionnel. C'est-à-dire que tout le monde peut demander, avec certaines conditions, les prestations. Et un revenu peut être universel sans être inconditionnel. Et le débat, en fait, c'est la conditionnalité. Et en fait, il y a une conditionnalité de ressources. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher le RSA si vous êtes riche, vous n'avez pas le droit au RSA. C'est sous condition de ressources. Vous pouvez avoir des conditions d'âge. C'est le problème des 25 ans aujourd'hui, sur lesquels on va arrêter. Et puis, vous avez la condition qui pose le plus de problèmes, c'est la condition de contrepartie d'engagement sur le marché du travail. Et donc, c'est ce qu'on appelle les droits et devoirs, l'engagement réciproque. Et je rappelle à tout le monde dans cette salle que la contrepartie en termes d'engagement sur le marché du travail, elle date du RMI et de Michel Rocard. Elle a été introduite dans la loi sur le RMI, les droits et devoirs. Et donc, Et donc, il y avait déjà un contrat d'insertion qui prévoyait un engagement réciproque entre le département et la personne. Ça a été renforcé par le CER avec le RSA, mais ça existait avant. Et donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la société d'individus les uns à côté des autres ou la société d'individus engagés dans la société réciproquement. C'est que, voilà. Et donc, nous, ce que nous promouvons actuellement dans le revenu universel d'activité, c'est une capacité à répondre à l'ensemble des problématiques de vulnérabilité, d'où revenu universel, mais corrélé à l'activité pour ceux qui peuvent travailler, évidemment, pas pour ceux qui ne peuvent pas travailler, et avec cette logique d'accompagnement qui fait qu'on ne se satisfait pas d'une ressource ou d'une prestation sociale comme solde de tout compte, mais qu'on considère que lorsqu'on aide quelqu'un, on a aussi le devoir de l'accompagner dans son projet de vie et son projet d'insertion professionnelle, et qu'on ne laisse pas se débrouiller tout seul. Oui, j'ai deux remarques là-dessus, sans vouloir entrer dans le philosophique, parce que c'est bien sûr idéologique et philosophique aussi. Je ne vais pas entrer là-dedans, juste très technique. Il y a plusieurs essais qui ont été faits sur cet outil-là. Et le plus grand, en fait, très récemment, par la Finlande. Donc, nous avons travaillé avec les gens qui étaient responsables de ce projet et qui étaient assez, vraiment très très fines, avec essayant de trouver quels sont les effets sur les incitations à travailler, parce que, contrairement à ce philosophique, ça ne se pose pas du tout le rendement de travail, etc. Bon, ce n'était pas concluant. Je ne vais pas en venir à la question. Et deuxièmement, nous, bien sûr, on s'est intéressé à la question d'un point de vue plus technique, économique, c'est-à-dire prenons ensemble toutes les allocations sociales qui pourront être, ou qui vont être abandonnées, et on a fait ce qu'on appelle, nous, des micro-simulations des impôts et des allocations. Quel sera l'effet sur la distribution? Eh bien, vous augmentez la pauvreté. Vous augmentez la pauvreté, donc, conclusion, il faut extrêmement augmenter le budget social, ce qui n'est pas exclu, mais il faut être conscient des effets. Par contre, le débat qui était lancé par ces idées, moi personnellement je le trouve très, très important, parce que ça permet dans la lignée que Olivier a dit sur l'harmonisation, etc., par exemple, de réfléchir sur ce genre d'allocation, mais très ciblée pour tous les enfants européens. Donc là, on évite toute la question de personnes âgées, handicapées, à chômeurs, etc., mais prononcer un projet pour ce type de prestations universelles, mais ciblées. Donc commençons déjà avec ça. Peut-être une dernière question, madame. Qui fait le lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a en cours une réflexion sur notre vision du travail, en fait? Est-ce que vous avez posé des choses en alternative entre arrimer notre modèle hors travail, on va dire, et puis peut-être dans le travail tel qu'il est? Et justement, par rapport à ce que vous évoquiez, territoire zéro chômeur, il me semble qu'il y a un questionnement là-dessus sur repartir des besoins de société, élargir la norme du travail emploi. Et est-ce que, en même temps que vous avez ces réflexions sur comment on crée un revenu, etc., quelle est notre vision du travail pour le XXIe siècle, en fait? Et par rapport au travail-emploi qui vient peut-être d'un autre modèle de développement.
Alors, vous avez raison parce que ça fait système, c'est-à-dire on ne peut pas penser les uns sans les autres. Pour faire une réponse très brève, parce que le sujet mériterait des développements, y compris des compétences que je n'ai pas assez vite, donc je n'ai pas envie que ça se voit. Il y a deux choses. D'abord, comment, dans une société comme la nôtre, où on veut réaccompagner les gens vers l'emploi, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais on va créer aussi un service public de l'insertion qui va créer un vrai droit à l'accompagnement pour tout le monde, ça va ensemble. Comment en fait on rend le travail désirable, et donc comment on travaille sur le fait d'éviter d'abord le développement massif du précariat. Alors en fait on ne va pas éviter, on y est déjà, mais comment on le... Voilà, donc il y a la question des bonus-malus sur les contrats courts, il y a la question des normes de travail qu'il faut accepter, de la qualité du travail lui-même. Donc là on voit bien qu'il y a un champ considérable aujourd'hui de progrès, parce que si aujourd'hui on a des secteurs d'activité qui ne sont tirés que par de la main-d'œuvre absolument pas qualifiée ou par des populations fragiles, migrantes ou autres, c'est parce qu'il y a des conditions de travail qui font que, donc il y a les deux qui doivent être portés ensemble. Ça c'est une grosse réflexion avec les partenaires sociaux actuellement, et c'est pour ça d'ailleurs que les derniers échecs des négociations collectives sont très inquiétants de ce point de vue-là, parce que si les partenaires sociaux ne jouent pas ce rôle d'évolution du marché du travail et du travail lui-même de l'intérieur, ça veut dire qu'on va tout faire par la loi et la réglementation. Or, on atteint des limites dans la réglementarisation du travail, on le voit bien. Donc, il y a un gros sujet là-dessus, partenaires sociaux. Puis, il y a un deuxième sujet, c'est les finalités du travail et la façon dont on repense l'utilité sociale corrélée au travail. Quand vous parlez de territoire zéro chômeur, ça renvoie notamment à tous les sorts de l'économie sociale et solidaire et la nécessité de faire grossir ce tiers secteur d'activité qui en fait est un énorme secteur d'activité déjà, mais qui peut croître encore et qui combine de l'utilité sociale, de l'intérêt collectif et de l'intérêt public, donc y compris des financements publics quand c'est nécessaire. Et là, de ce point de vue-là, ce qui est en train de se passer sur, alors il y a des éléments symboliques sur la définition de l'objet social des entreprises, c'était l'enjeu de la loi Pacte, mais tout ça n'est pas totalement neutre. Et ce qui est en train de se penser sur les entreprises inclusives, sur le fait que dans la RSE, la question de l'insertion doit figurer partout, qu'il faut maintenant qu'il y ait des entreprises, pas seulement des entreprises à but d'emploi, qui sont les entreprises de territoire zéro chômeur de longue durée, mais qu'il y ait des entreprises de l'ESS qui se dédient, qui dédient une partie de leur activité à ce type de fonctionnement. Il y a tout un secteur qui est en train de croître. Et ça, il y a beaucoup de réflexions au niveau européen là-dessus. Il y a des réseaux européens qui sont en train de se constituer. Donc moi, je crois qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus vite que les politiques et qui sont en train d'inventer des formes coopératives de travail, etc. Et où finalement, ils solvabilisent des besoins sociaux et ils trouvent des enjeux hors de la seule rentabilité marchande et financière. Et ça, c'est en train de croître. Donc le sujet, c'est comment on a des politiques publiques qui l'accompagnent. Et je vous donne un seul chiffre là-dessus, dernier, qui est très important. C'est que vous avez un secteur qui est à la croisée de tout ça, c'est l'insertion par l'activité économique. Dans l'insertion par l'activité économique, vous avez de l'insertion sociale, puisqu'on accompagne des personnes éloignées. Vous avez des usages sociaux, parce que vous allez utiliser, vous allez faire de la recyclerie, de la ressourcerie, vous allez réutiliser des eaux, donc c'est vertueux de ce point de vue-là. Vous avez des collectivités publiques qui font des clauses sur des marchés publics. Et en fait, aujourd'hui, le secteur de l'insertion par l'activité économique, il va connaître quasiment un doublement de ses moyens de l'État dans les 3 prochaines années. On a annoncé, encore une fois un élément de la stratégie de lutte contre la pauvreté, qu'on allait passer de 130 000 personnes accompagnées par an au titre de l'EIAE à 240 000 personnes en 3 ans. Donc on va mettre 1 milliard de plus. Et donc sur l'IAE, sur cette période. Et donc cette explosion de l'IAE au sens positif du terme, elle va générer des usages, elle va générer des pratiques des acteurs sur les territoires, elle va générer de la croissance pour des secteurs d'activité de l'ESS, on l'espère très positif. Donc je ne dis pas que ça va tout régler, mais je crois que ça c'est des politiques publiques qui viennent apporter vraiment du grain à moudre pour ceux qui sont en train de repenser ce croisement travail-intérêt public. Voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il y ait aussi des politiques locales qui accompagnent tout ça. Est-ce qu'il y a des espaces de réflexion, d'action sur le territoire? Là, ici Si on est là encore dans 3 heures, éventuellement. Non, on va vous remercier. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup d'être venu. Donc, on va passer une bonne soirée sur des sujets vraiment très très intéressants.